Eh bien, bonjour à tous, si on nous entend, j'ai pas eu de confirmation mais j'espère que c'est le cas. Bonjour à tous et bienvenue sur cette quotidienne. Je crois que c'est la 11e quotidienne, pour l'instant on tient le rythme, on survit. Et donc aujourd'hui, non, on n'est pas avec Nico, on est avec notre ami FD. Comment vas-tu FD ? Bah écoute, ça va super, très content de commencer une nouvelle semaine ensemble, en ce beau jour Notre monsieur politique, lundi d'ailleurs, FD. Ouais, bah écoute, ouais, j'ai compris ça, que tu t'es dit qu'on allait débriefer le week-end ensemble, c'est bien, voilà, jour politique, MLK Day, inauguration, et puis etc., quoi. Alors que je salue évidemment tout le monde, Bamzerito qui est là depuis le début, Kamel l'Ancien, Abracadabra, Eric, on va parler de Miami ce soir, Eric, j'espère que tu vas bien, Flobois, Emma Lacoste, tout le monde est par là, les habitués, ça fait très plaisir. Ilmatic, comment vas-tu ? J'espère que tu vas bien aussi, je t'attends pour passer sur le Twitch, toi aussi, si ça te dit. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Kiko, oh bonsoir. Guillaume, tu passes plus de temps à analyser les matchs ou à trouver des moyens d'introduire tes compères habituels ? Non, ça. Alors, les introductions façon grosse tête, j'avoue que je les travaille pas autant que Laurent Ruquier. Moi, c'est un peu l'improvisation pour le coup. Je sais pas si t'es fan des grosses têtes ou je sais pas si t'as moins de 45 ans, FD. Si tu connais ces informations. Enfin, tu sais pas si je suis fan des grosses têtes, mais le reste, tu sais normalement. Oui, donc tu vois pas de quoi je veux parler. Je connais l'émission, mais c'est tout. Exactement. Alors, on te dit, c'est qui ton CP3 FD ? J'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? J'espère que. Pour Scott Foster. Parce que tu m'as dit, c'est qui mon CP3 ? J'ai plusieurs CP3, mais la confidentialité me fait que je peux pas le dire. Pour de vrai ou pas ? T'as toujours des mecs avec qui ça se passe, ou des filles d'ailleurs, parce que on arbitre les deux, des mecs ou des filles avec qui ça se passe moins bien, c'est normal. Il y a des gens que t'arbitres régulièrement et qui vraiment t'embêtent un peu plus que les autres, quoi. Ouais, mais il y a aussi des gens que j'arbitre régulièrement et qui peuvent pas voir ma tête non plus, quoi. Enfin, c'est réciproque souvent. C'est jamais que dans un sens. Ouais. Effectivement. C'est comme dans un mariage, finalement. Oui, bon, peut-être. Ouais, alors j'ai beaucoup. Ouais, je suis polygame un peu, je pense. C'est peut-être ça le problème. Oui, tu m'as raconté en plus. Oh, pardon, on est en live. Ah, pardon, mince. Oula. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. On est ici à KFD pour décrypter notre très beau week-end de matchs. On a eu des matchs cette nuit, mais on peut aussi parler des matchs d'avant, puisqu'on n'a pas eu de quotidienne samedi soir. Et puis dimanche soir, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oui, effectivement, Ilmatic et non pas Willmatic, effectivement. En effet, Willmatic, je suis pas sûr qu'il soit créateur de contenu NBA. Bon, c'est quelqu'un du Discord. Pardon pour cette private joke, on va arrêter d'en faire. J'attends que Guillaume trouve un surnom. Ah, pour la raquette, on va en parler peut-être de ça. Effectivement. J'arrive pas à vous suivre, il y a trop de messages. Bon, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que... Des news, alors. Pas les news de la semaine, des news sur le podcast. Eh bien, on arrête tout. Non, c'est pas vrai. Non, ce que je vais faire, je pense que je vais faire comme ça. J'ai créé un flux spécial pour les replays. Pour ceux qui écoutent en Spotify ou pour ceux qui écoutent en Apple ou tous les trucs comme ça. Donc il y a un truc qui s'appelle le Basket Lab Live. Du coup, juste, je me suis pas embêté. Et donc on va juste mettre tous les replays comme ça, très très simplement, pour éviter d'encombrer le flux principal et de le polluer, parce que c'est vrai que tout le monde n'écoute pas. Puis en plus, moi, c'est vrai que parfois j'ai envie de faire un podcast un peu hors quotidienne et j'ai pas envie que ça se perde dans la masse, quoi. Donc ça. Au niveau flux de podcast et puis au niveau YouTube, sans doute aussi, même si ça m'embête un peu parce que c'est un peu recommencer à zéro. Mais alors toi, tu t'y connais pas trop, je crois, FD au niveau de YouTube et tout ça. Mais les algorithmes sont très très chiants en fait. Donc voilà. Parce que là en ce moment, du coup, je balance une par jour et t'as tout qui est un peu noyé, quoi, finalement. Ouais. Et que du coup, enfin voilà, je sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Donc voilà, alors la chaîne YouTube, elle est créée, elle est pas encore totalement mise à jour. Enfin, il faut validation et tout ça, il y a plein d'autres trucs avec Google. Mais voilà, si ça vous dit, ce sera là-bas. Donc pour les podcasts, un flux spécial, comme ça on va arrêter d'embêter ceux que ça n'intéresse pas. On va se faire comme ça. Bon. Oui, alors niveau programmation aussi, pour vous dire. Je sais pas combien de live on va faire cette semaine, puisque jeudi il y a un match à 20h FD. Est-ce que tu es au courant déjà ? Bah ouais, jeudi il y a le match en France. Enfin le premier, je crois que c'est le premier, ouais.
Ouais. Exactement. Alors attends, je vais basculer sur la scène. Est-ce qu'on a la bonne? Oui. Donc du coup, si je comprends bien, Guillaume, tu nous dis qu'il faut pas faire de live quand il y a des matchs en live, c'est ça? Enfin, il faut pas faire de live Twitch quand il y a des matchs qui ont lieu en même temps. Un peu comme aujourd'hui, ouais, tu veux dire? Un peu comme aujourd'hui, ouais, par exemple. C'est un peu l'idée. C'est effectivement, j'avais pas calculé qu'il y avait le MLK Day. Où est-ce qu'on est? On est ici, on est Monday. Donc on a le match à 20h, donc je suis pas sûr de faire un truc jeudi soir. Le vendredi, si vous savez que c'est pas sûr en général, on verra bien, mais faut voir aussi la tête des matchs de jeudi en fait, pour le coup. Est-ce que ça aurait été intéressant ou pas? Voilà, tu vois, t'as un Boston Lakers. Bon, c'est pas forcément génial. Non, et c'est surtout pour le lundi d'après. Le lundi d'après, enfin non, le lundi soir, mais du coup les matchs de dimanche soir, en fait il y a qu'un OKC Portland. Est-ce que tu sais pourquoi, FD? C'est pas parce qu'il y a les playoffs de NFL qui ont commencé là. Ouais, alors pas commencé, mais ce sera les finales de conférence. Donc donc c'est le Sunday, enfin c'est Sunday exactement, football playoff quoi. Donc l'Amérique ne regardera c'est le Sunday que ça. finale de conf. Donc voilà. D'ailleurs c'est un peu bête, ils mettent pas un samedi, un dimanche, ils font un prime time dimanche. Donc il y a qu'un seul match. En vrai, plus grand à la souris, ouais, c'est ce qui en vrai, je sais pas, on verra pour lundi prochain. Mais voilà pour les 2-3 petites indications technico-tactiques du podcast. Pas de live Twitch pendant le All-Star Game avec analyse de match en direct. Non, la quotidienne c'est quand il y a des matchs la veille, grosso modo. On va se dire ça. Du coup, on peut faire une analyse du Rising Star Challenge, ou je sais pas comment ça s'appelle maintenant, les rookies contre les sophomores. Une grande soirée quiz, pitié, nous dit Malacose. Ouais, peut-être, ça peut être l'occasion de faire le quiz qu'on doit faire depuis quelques mois d'ailleurs. Ouais, je sais pas pourquoi il a pas eu lieu le premier. Alors c'est quelqu'un qui pouvait pas, mais je sais plus qui. Moi je sais. Oui, c'est toi. Oui, c'est moi. J'étais ironique. Oui. Pardon, c'est moi qui nous ai privé de ça. Non, mais pas de souci, j'ai pas relancé non plus. Où est-ce qu'on est? On est ici, c'est ça? Bref, on y va, les matchs du jour. À moins qu'il y ait une grosse actu aujourd'hui que j'ai loupé. D'ailleurs, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un gros truc que j'ai loupé, FD, ou pas aujourd'hui? Écoute, non, on a eu un. J'ai essayé à nouveau de regarder un match en direct de NBA là. J'ai essayé de regarder le Charlotte Dallas qui se finit là il y a une demi-heure. Ouais. Sauf que, ça s'est fini il y a une demi-heure, sauf qu'il y a 1h30, il restait 2 minutes dans le match. Donc c'est-à-dire que les deux dernières minutes ont encore duré 1 heure, ça m'a énervé, donc j'ai arrêté de regarder. Mais non, je t'avoue que c'est un peu pour ça que j'arrête de regarder en direct, moi. Ça doit faire plus de 10 ans, moi. Tu vois. Je crois que mes derniers souvenirs, c'est saison 2013 avec. J'ai vu en direct le fameux, tu sais, alors maintenant c'est plus iconique, mais à l'époque, le Stephen Curry là, qui met 54 points au MSG. Au Garden, ouais. Et on a vu en direct aussi avec Lucas de l'Écho des Parquets. Alors on faisait un espèce d'article live, c'était pas un live. Twitch ou quoi que ce soit d'ailleurs, on a commencé à faire des live Twitch à peu près à ce moment-là, d'ailleurs juste après draft 2013, mais on faisait un espèce de article live sur Basket Info où chacun mettait ses commentaires, grosso modo, tu vois, on avait 2 auteurs. Comme les matchs sur l'équipe en direct à l'ancienne, quoi, où t'avais les updates, oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ok. On était 2 à faire des blagues ou des trucs comme ça, ou des commentaires, quoi. Mais tu vois, c'est finale 2013 du coup. Je crois que c'est la dernière fois que j'ai vu des trucs vraiment dernière saison, en tout cas plutôt on peut le dire comme ça, où j'ai vu des matchs en direct, quoi, parce que c'est vrai que c'est assez pénible. Je sais pas comment vous faites vous d'ailleurs dans le chat. Il y en a qui regardent en direct ou pas? Il y en a qui ce soir sont branchés sur les matchs en même temps qu'ils nous écoutent. Il y en a qui comptent regarder. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui ont des places pour jeudi ou pas? J'avoue que je me suis pas bousculé pour avoir une accred. Moi je peux dire que c'est très compliqué, hein, même de l'intérieur, ou presque de l'intérieur. Ah oui, c'est vrai que t'as une actu, toi. Parle-nous de ça. Moi, non, ça c'est mon travail. Ne parlons pas de mon travail ici. Ah, tu veux pas en parler? Ok. Oh, non. Mais ouf, non. Mais non, mais je sais que c'est très très restreint. FD bosse dans l'hôtel où vont arriver les Pacers, en fait. C'est celui qui a préparé la petite serviette pour Wemby, en fait. Voilà, c'est ça l'anecdote. C'est pas ça. Mais non, mais je sais que c'est très restreint. Même en termes d'accréditation média, c'est assez compliqué. Ouais. Ah oui, pardon, excuse-moi, j'ai confondu ton travail et ton rôle d'arbitre, hein, c'est pas pareil. Effectivement, excuse-moi, FD. Ouais. Non, c'est pas grave. Non, excuse-moi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Fred VanVleet a 6 steals en 3 quarts-temps. Ouais, c'est pas mal. La blessure de DiVincenzo, on a loupé ça. C'est arrivé aujourd'hui. Ah bon. On va aller voir ça. Hop. Au niveau actu du jour, c'est vrai que ça peut être intéressant.
Alors que non, j'arrive pas à le trouver. Ah oui, si, sévèrement touché à l'orteil et Dante DiVincenzo par l'infirmerie jusqu'à nouvel ordre. Hop, Basket USA, on le voit ici. Ah ouais, en plus, il y a alors qu'il venait tout juste d'intégrer le 5 majeur des Wolves à la place de Mike Conley et même de réaliser son meilleur match de la saison face à son ancienne équipe des Warriors, DiVincenzo a rejoint l'infirmerie. Eh ben, dis donc. Ouais, c'est un peu dommage. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, il y a Rob Dillingham là, qui a fait une petite sortie assez intéressante contre je ne sais plus qui d'ailleurs, mais je crois que c'est le Warriors d'ailleurs. Je ne sais plus. Ok, ici, full direct depuis plusieurs années. Eh ben, t'es courageux, tu es très courageux. Tu es très courageux. Bref, donc, les matchs d'hier, c'est un peu, on est là pour ça. Le Spurs Miami, on va se le garder, puisque je vais en parler tout à l'heure. Le Denver contre Orlando, on se le garde. Ok, ici, Brooklyn, on est d'accord que on l'a pas vu. On l'a pas vu du tout. Que s'est-il passé? Ah bah tiens, Cam Johnson a joué, D'Angelo Russell aussi. Donc au moins 2 joueurs NBA sur le terrain pour Brooklyn. Non, ce qui était marrant, c'est un peu le. Je sais pas si t'as vu des blagues passer. Alors attends, est-ce que le son. Mince, il faut que je coupe le son. J'ai vu des blagues passer en mode selon mes infos, Cam Johnson est à OKC, le trade pourrait se faire, alors qu'en fait juste en fait il est avec son équipe quoi, tu vois. Oklahoma City. Ouais, bien vu. Mais bref, ouais, je crois qu'il n'y avait pas non plus grand monde. Côté, il n'y a pas de star côté. Si, il y avait SGA. Non, il n'y avait pas Jalen Williams. Mais bref, moi, bonne sortie de Ousmane Dieng d'ailleurs. Je vois qu'il a fait 20 minutes pour le coup. Et puis Brendan Carlsen qui fait encore 18 minutes. T'avais fini un peu le... C'est lui qui a fait 0 sur 5 là, contre les Cavs ou 0 sur 7. Ah non, pas 0 sur 5, il a mis des. C'est un autre. 2-3 tirs. Ah oui, non, c'est lui, d'accord, ok, ouais. Mais c'est le match sans Hartenstein et sans Chet où finalement on se dit mais qui c'est qui va y avoir à l'intérieur et il nous sort Brandon Carlsen quoi. Pour le coup. Ah ouais. Non mais Ousmane Dieng, c'est vrai que c'est un cas il a quand même un peu du temps de jeu de manière assez régulière hein, pour le coup. Je sais que Constant qui vient souvent sur le Basket Lab l'aime pas trop, fan d'OKC. Si je veux pas, peut-être je dis une bêtise mais je crois que je suis à peu près sûr qu'il aime pas trop. Mais c'est vrai qu'il a été drafté quand Ousmane Dieng il y a 3 ans maintenant, non? Ousmane Dieng, c'est la draft 2021, je crois. 2022. Il était où? Toi, tu l'avais suivi un peu? Oui, il avait fait. Il était allé en Nouvelle-Zélande. Il avait fait la NBA. Ah, d'accord. Il avait fait l'aventure australienne et puis il était un peu dans les New Zealand Breakers, qui est l'équipe de développement qu'ils ont mis en place au niveau de la Ligue australienne, justement pour faire jouer des jeunes joueurs. Ouais. Et ça s'était plutôt bien passé pour lui. Il avait eu pas mal de temps de jeu, et puis il avait été drafté par les Knicks. Ousmane Dieng, quand il est drafté, c'est les Knicks, et puis finalement les Knicks l'envoient. Ah, ils font un trade-up. Et ils font le trade down, si je dis pas de bêtises, les Knicks. Il trade down. Oui, non, mais je veux dire, OKC va le chercher, quoi. Il monte pour aller le chercher. Ah oui, c'est la draft avec Jalen Williams, la même QV, du coup. Il me semble que c'est ça. 2022, ouais. Et qui sont draftés en back-to-back ou pas loin, non? Ouais, c'est ça, back-to-back. Ousmane Dieng et Jalen Williams, ouais, tout à fait. Et les Knicks trade down pour choper je sais plus qui. Ou alors, justement, ils trade tous leurs picks pour avoir des assets plus tard, je me rappelle plus. Pour Nick Smith Jr., non, ça c'est à Charlotte. Ouais, ok, bon. Bref, non, mais du coup, Ousmane Dieng, post 3-4, mais qui avait un peu des... Tu sais, enfin, il est en National 1 au Pôle France, il avait eu beaucoup de ballons, enfin beaucoup de répétitions en tant que porteur de balle, et donc on avait un peu cette vision d'un porteur de balle de 6-10, assez athlétique, et puis finalement en fait c'est pas trop ce qu'il est aujourd'hui en NBA, c'est plutôt un poste 4 qui joue off-ball. Ouais. Donc c'est vrai que pour l'instant il est encore en train d'essayer de trouver son rôle en NBA, mais quelqu'un d'assez long, défensivement qui a vraiment les outils, mais voilà, qui offensivement n'a pas encore vraiment trouvé son rôle, quoi. Mais après, là où il a pas de chance, c'est qu'il tombe à OKC, qui était pas très bon jusqu'en 2022, mais il tombe l'année où ça commence un peu à carburer, quoi. Donc il y a un peu ce truc aussi, parce que tu vois, il fait hop, là on est sur le highlight de SGA, mais si je reviens là, il fait 2023, 24, 25, quoi. C'est sa 3e année,
Mais 2023, OKC est déjà play-in, hein, oui, non, je crois que c'est ça, hein, ils sont déjà play-in, un peu compétents. Et lui, il arrive, il a 19 ans, bon, il n'y a pas trop sa place. Puis l'an dernier, ils sont premiers de conf ou pas loin, je sais plus exactement. Et puis cette année aussi, quoi. Donc c'est un peu compliqué, alors que Kamel, nous dit personne ne n'aime Dieng. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, hein, dans la communauté OKC, ça n'aime pas trop Dieng, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il a un peu de temps de jeu. J'avoue que j'aime bien l'idée un peu théorique. Après, de là à ce qu'on ait un peu l'accomplissement concret, c'est pas pareil, quoi. On est d'accord. Et tu vois, Carlsen, vas-y, excuse-moi. Non, mais théoriquement, c'est vraiment le prospect ultime, quoi. Super long, avec quelques flashs de balle en main, quelques flashs de playmaking, et puis de la défense hors ballon, quoi. C'est vraiment le prospect ultime. Et puis, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore la réalisation. Mais après, je vois l'idée, hein, le côté passing en mouvement, le côté très polyvalent, le grand qui peut un peu passer, qui peut un peu dribbler, etc. Plus le côté défensif, mobile, polyvalent aussi, quoi. Ça colle beaucoup à OKC au final. Mais non, je disais aussi, je suis en train de regarder les highlights de Carlsen, qui, franchement, alors je le connaissais pas trop, enfin d'ailleurs personne, mais ça a l'air d'être assez solide en pick and pop, quoi, tu vois. Et c'est pas rien, c'est pas rien parce qu'ils ont pas trop cette option. Alors il y a Chet évidemment quand il va revenir, mais c'est toujours sympa un peu d'avoir ce truc là, quoi. Tu vois, d'avoir un peu de pick and pop. Et puis même défensivement contre. Jalen Williams l'a pas. Il a un peu ce côté, côté shooter, mais peut-être un petit peu moins. Il l'a un peu, mais pour moi il est plus passeur que shooter. Jalen Williams pour le coup. Ouais. Lui il a l'air d'être très clean, hein, tu vois. Une belle passe d'ailleurs de Aaron Wiggins là. Hop, elle passe complètement dans le dos, un peu à l'aveugle. Et puis, je sais pas si tu vois les images là sur le Twitch, je sais pas si t'es connecté, mais on voit la trajectoire très très arquée, quoi. Vraiment la belle trajectoire en cloche de vrai shooter, quoi, tu vois, pour le coup. Carlson est sur son dernier jour de 10-day contract aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais je crois que ça fait 2 fois donc qu'il le signe en 10-day, ou alors et je crois qu'au bout de 2-3 fois, t'es un peu obligé de convertir ça. Hein. T'as pas le droit d'aller à l'infini. Bref, avançons. Ouais, c'est comme les CDD. Mais ouais, il était à 5 tentatives par match à 3 points en NCAA l'année dernière. Ouais. Donc ouais, il a ce profil un petit peu de stretch 5, quoi. Les Sixers qui perdent contre Milwaukee, bon, c'est un peu dommage parce que on est sur un peu le. Alors oui, c'est un peu une des news. Donc aujourd'hui, c'est le MLK Day, on l'a pas dit, je crois. Donc des matchs un peu toute la soirée, toute la journée là-bas. Mais en plus, c'est la semaine. Ça aurait dû être un quiz, FD. C'est la Rivals Week. Tu le savais, ça, ou pas? Tu me l'apprends. C'est cool. C'est la semaine des rivalités, en fait. Du coup, Détroit-Houston, c'est une rivalité ce soir ou on commence Non, pas mais tu vois, c'est pour ça que jeudi soir, on a Boston Lakers. C'est pour ça que... je sais plus exactement, mais notamment... c'est pour ça pourquoi je parle de ça, c'est que c'est un peu dommage qu'on ait un bid blessé en ce moment parce que là on avait un match contre les Bucks et que voilà, c'est mercredi, il y avait un match contre Jokic et les Nuggets, quoi. Qui malheureusement je pense qu'il ne sera pas là. Je pense, tu vois, il y a aussi dans la rivalité, il y a aussi un Minnesota-Dallas là, qui va arriver jeudi soir. Enfin, il y a un Utah OKC. Est-ce que ça fait référence à cette série de playoffs là, du Big Three ou non, je peux pas parler mal de Carmelo dès le lundi, c'est pas possible. Non, mais voilà, c'est la rivalité. Je crois que ça aussi, hein, ça compte dans la rivalité, le Warriors contre Kings. Bref, c'est la semaine des rivalités. Et la fameuse rivalité, en plus, hein, Spurs-Pacers, hein, tout le monde l'a en tête depuis l'ABA, évidemment. C'est la rivalité Kawhi Leonard, ça. C'est la rivalité de George Hill. Oui. Ou George Garvin, non, il a pas fait les deux. Non, il a fait que Spurs, je crois. Mais deux équipes de l'ABA à l'époque. Okay. Donc les Sixers qui perdent sans Embiid, évidemment, contre les Bucks. Quoique, évidemment, avec les Bucks, on sait jamais, hein, pour le coup. Gros match, encore une fois, de Giannis, 34 points. Lillard qui continue un peu sa très bonne saison. C'est avec toi qu'on en parlait ou pas de Lillard dernièrement? On savait pas trop quoi faire de sa saison, mais pour l'instant, c'est... Et qu'on avait checké l'efficacité qui était excellente et qu'on se dit, ça fait plaisir de voir que... Cool. Les tirs rentrent. Qu'est-ce que Bobby Portis, 19 minutes et 10 secondes. Donc 19 minutes et 9 secondes de trop, sans doute. Pour moi, Middleton toujours un peu dans son rôle de backup, et tu vois, à 24 minutes. Je serais curieux de voir à combien il est depuis qu'il est revenu, Middleton en moyenne. Mais parce que tu sais, parfois, il y a un côté, tu vois, Bradley Beal, il sort du banc, mais c'est juste une question de quand est-ce que tu rentres sur le terrain, quoi. Mais en termes de minutage, ça n'a rien changé. Par contre, ça m'étonnerait pas qu'on voit potentiellement un déclassement un peu pour Middleton, quoi, au final. Parce que l'âge, etc. Quand est-ce qu'il est revenu? Début janvier.
Ouais, tu vois, 22 minutes, 24 minutes, 21 minutes, 23 minutes, 23 minutes. Ouais, je pense qu'on ne retrouvera plus jamais le gros. Voilà, physiquement, j'ai pas l'impression que. Enfin, je trouve ça très limité en termes de déplacement, notamment en défense. Ouais. Et je pense que ça fait 2-3 ans qu'on en parle, mais je pense que là, on arrive vraiment sur les dernières minutes, quoi. Pour le coup, c'est un mec qui me surprend. Je ne connaissais pas du tout. Je sais pas si toi tu connais. Adem Bona. Tu connais ou pas aux Sixers Adem Bona ou pas? Bah, je me rappelle que c'était un prospect. Ouais. C'était un prospect connu, quoi, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. C'est quoi? C'est un pivot. Ouais, c'est un intérieur assez, enfin, hyper mobile, qui a un peu de finition, moi, j'aime beaucoup. 2-3 fois je l'ai vu cette saison, c'était assez cool. Là, on voit à l'écran un magnifique. En plus, tu vois, on voit toutes les qualités athlétiques. Le système, pour vous décrire, c'est un peu la fameuse weave offense de Nick Nurse, avec beaucoup de dribble and off et de jeux de main à main dans le périmètre avant d'attaquer. Et donc, en fait, ça se finit avec une feinte de dribble and off où il fait genre qu'il passe le ballon à Kelly Oubre qui va aller autour de lui. En fait, non, il le garde. Le fameux keep, le garder la balle littéralement sur un dribble and off. Et il finit avec une méga explosion au panier, quoi. Donc mais franchement, j'aime bien. Alors, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je sais même pas d'ailleurs où il sort en termes de draft, en termes d'âge. Mais tu vois, les quelques fois où je l'ai vu, c'était pas mal, quoi. Ouais, c'est un mec qui était à UCLA et qui est un peu apparu sur le radar de tout le monde parce qu'il a joué avec l'équipe nationale de Turquie en championnat d'Europe jeune. Okay. Et donc c'est un peu comme ça qu'il a explosé. Et puis ouais, pivot assez mobile, pas super grand, mais ouais, assez mobile, quoi. Alors qu'on nous dit rivalité Doug McDermott pour Spurs Pacers, c'est vrai que ça marche. Rivalité Yann Maimni, ça marche aussi, ouais, tout à fait. Tout à fait. Yann Maimni, il a joué aux Spurs? Ah bah au tout début, ouais. Avant d'aller à Dallas. Oui, ouais, ok. Au tout début, ouais. Tout début. Enfin, il a pas trop joué, je crois. C'est un peu le problème. Est-ce que si je t'avais fait un Who He Play For, tu penses que tu aurais eu Eric Gordon aux Sixers? Ouais, je pense quand même. oui, quand même un peu de limite, ouais. Je t'aurais peut-être dit les Suns d'abord, mais non, j'ai suivi ça quand même. Puisque, tu te rappelles, on en avait parlé en disant que Eric Gordon, dans un hebdo, on avait dit qu'Eric Gordon c'était ton rim protecteur secondaire et que ça posait quand même un petit peu problème quand c'était Gershon Yabusele ton poste 5. Oui, c'est vrai que ça me parle maintenant. Je suis sur la mauvaise date. Milwaukee, ils sont où Milwaukee? J'ai perdu. Ils sont là. Ouais, donc encore une grosse perf aussi. Ah non, je suis pas connecté. Bon, ça va être marrant. Une grosse perf de Maxey encore une fois, mais je vais pas dire dans le vide, mais bon, les Sixers c'est un peu chaud de toute façon quand il n'y a pas leur première option, évidemment. Un peu comme tout le monde, en fait, finalement. Oui. Donc voici. On a aussi les Kings qui continuent de gagner, mais c'est contre les Wizards. Bon, on va peut-être pas passer trop de temps dessus. Juste on regarde les box scores rapidement. Bilal Koulibaly 3 sur 9, 32 minutes de jeu. C'est compliqué Bilal en ce moment. Ouais, alors après il faut pas non plus qu'il y ait une surexcitation par rapport à son potentiel offensif ou quoi que ce soit. Enfin, souvent dans ce cas-là, il y a parfois un peu d'impatience en fait, tu vois. Ouais, en plus j'ai l'impression qu'en début de saison c'était sympa et du coup on s'est peut-être dit bah tiens il a progressé plus vite que prévu, et alors que je pense que non, on aurait dû garder les mêmes standards qu'on avait l'an dernier, c'est-à-dire on n'attendait rien de lui offensivement et on était très content quand il n'y avait pas grand chose, et puis peut-être que ce début de saison nous a un peu agi en trompe-l'œil et que du coup on a des attentes trop hautes par rapport à son attaque. Bah, surtout qu'il est extrêmement jeune encore et que pour l'instant sa valeur c'est défensive et c'est pas grave quoi pour le coup. C'est pas très grave. Est-ce que les Kings auraient battu les Wizards s'ils n'avaient pas viré Mike Brown? Pas sûr. Ouais, ça aurait été intéressant à voir. Cela dit, les Wizards, c'est pas eux qui ont battu Denver, Atlanta ou des trucs comme ça. Ils ont un tableau de chasse impressionnant, les Wizards. Quand tu regardes contre qui ils ont gagné, alors ils ont perdu contre tout le monde, mais ils ont gagné contre que des bonnes équipes, les Wizards. Ouais, tu vois, on voit quand même. Pour l'instant, c'est de l'ordre des flashs, on le voit un peu à l'écran là. Il y a un pick and roll avec donc Koulibaly, une espèce de switch de facto, j'ai l'impression, c'est pas voulu, mais Sabonis qui vient switcher sur lui. Et tu vois, c'est des flashs, mais on voit qu'il arrive à placer un premier pas. Alors le dribble est pas parfait, c'est encore un peu rigide, c'est pas fluide, mais le premier pas il est là quoi, le côté accélération. Et puis voilà, mais bon, on suivra ça. Alex Sarr aussi qui est toujours un peu irrégulier, je trouve. En tout cas moi quand je regarde les box scores le matin. Bon bref. Ah tiens, Valanciunas, 22 minutes, qui nous fait 23 points, 12 rebonds, 22 minutes. Il va être échangé bientôt, je pense. Mais... il se régale, Valanciunas, en même temps. C'est un peu une attaque de post-up par défaut, parce qu'ils n'ont pas grand-chose d'autre. Donc ouais, il se régale par séquence, Valanciunas. Les Wizards font comme les Spurs de l'année dernière. Ouais. Enfin, quoique les Spurs, ils ont quand même... à la fin, c'était presque une bonne équipe, quoi.
C'est pas qu'une mauvaise équipe qui faisait n'importe quoi. Ils ont battu Atlanta 2 fois, il me semble. Ouais, et c'est vrai, je crois que c'est ça. Atlanta 2 fois et Denver 1 fois. Bref, sinon, Chicago qui perd contre Portland. Bon, pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que je crois que Scoot Henderson va un peu mieux. C'est sympa. Ouais, ça va bien là depuis 2-3 matchs, c'est sympa ce qu'il fait. Faudrait regarder, j'avais envie de regarder, mais. Bon, après, moi, ce qui m'embête un peu, c'est toujours les tweets en mode oui, alors depuis 4 matchs, il est à 25 points de moyenne et tout. Oui, d'accord, il a fait une méga perf à 39 points aussi, qui augmente aussi bien la moyenne, quoi. Et en l'occurrence, c'était beaucoup de catch and shoot. Bon, c'est pas pour lui enlever de crédit, hein, mais voilà, faut pas croire que c'est que de la création, etc. Mais après, il y a des vrais progrès. Je crois qu'au niveau de ses passes décisives, que j'ai regardé tout à l'heure, c'était très sympathique aussi, quoi, pour le coup. Donc, ça, je pense que le passing, ça reste un peu actuellement sa force principale, non ? Bah c'est peut-être là où on l'a mal compris en tant que prospect, c'est qu'on l'a très vue comme Andy Leak, c'est-à-dire un joueur qui était très bon à get downhill, donc d'aller au panier. Nord-sud, dans la percussion nord-sud, et puis c'est ce qu'on s'était un petit peu dit on avait fait un scouting report sur ses premiers mois en NBA. Et en fait, il avait eu beaucoup de mal à s'ajuster à la protection de cercle en NBA, au fait que les pivots sont plus mobiles, qu'ils sont un petit peu plus grands que ce qu'il avait jamais vu. Et c'est vrai que sa finition au cercle, elle stagne, quoi. Tu vois, l'année dernière, on était à 46% de réussite au cercle, donc dans les bas-fonds de la NBA. Cette année, on est à 54, donc on n'est plus dans les bas-fonds, mais on est toujours très mauvais, quoi. Et encore là, tu prends tous les tirs au panier, mais si on prend les tirs en fin de drive, c'était encore plus cata, évidemment, quoi, sans tout ce qui est cut, transition, etc., quoi. Mais c'est ça. après, tu vois, le passing est là, et le jump shot, hein. Ok, 39 points, ou je sais pas combien il a fait là, c'était beaucoup de catch and shoot. En même temps, si le catch and shoot est là, c'est bien aussi, quoi. Alors, mince, il n'y avait pas le chat, personne, j'ai pas remarqué, il n'y avait pas le chat sur le côté. Mince, le chat qui s'affiche pas. Alors attendez, je vais quand même essayer d'en récupérer un autre. Non, c'est pas là, c'est ici, c'est où, c'est là. Excusez-moi, hop. Est-ce que ça marche ou pas là? Ou est-ce que tout est déconnecté, donc le chat ne s'affiche pas? Je ne sais pas. Bref. Ah mince, c'est dommage ça. Non, qu'est-ce que je dis? Oui, non, le shoot a l'air très sympa aussi, hein. Donc tu vois, si on a un peu le passing et le shoot, ne serait-ce que ça, c'est quand même très cool pour commencer, quoi, le temps que le reste vienne. Et puis Deni Avdia qui continue un peu sur sa lancée aussi, que j'aime beaucoup Deni Avdia. Le chat s'affiche, super, cool, génial. On va essayer de bricoler avec ça alors. Hop. Je sais pas ce que t'as un avis toi sur Deni Avdia ou pas plus que ça au final, ou t'as pas assez vu? J'ai pas assez vu cette année. Après le profil qu'on a vu auparavant, j'aime beaucoup, quoi. Un mec qui est capable de se créer son tir, qui a aussi des bons flashs à la passe et qui défensivement est assez polyvalent. J'aime beaucoup le profil. Après, je me dis, est-ce qu'il doit jouer à Portland? Est-ce qu'il serait pas plus utile dans une équipe qui joue quelque chose? Je sais pas. Mais non, le profil, j'aime beaucoup. Mais franchement, il apporte un dynamisme sur ses cuts et sur ses drives et un passing qui est vraiment extrêmement appréciable, hein, je trouve, moi. Mais bref, donc voici Lakers Clippers, on l'a pas vu. Enfin, moi je l'ai pas vu. Est-ce que tu l'as vu, toi? Je ne crois pas. Non, quand je t'ai dit que ça allait être sympa, tu m'as dit on n'est plus en 2020, donc je vais pas regarder du coup. Oui, c'est vrai que j'ai dû dire un truc comme ça. J'ai dû dire un truc comme ça pour le coup. Donc ouais, je voulais le voir, j'ai pas pu le voir, non, mais je ne pas trop me prononcer. Ouais, j'ai vu. Enfin, Baptiste a fait une vidéo sur le Dreamcast Show et puis un thread aussi. Donc voilà. Apparemment, les Lakers ont un peu essayé de changer, de varier leur couverture de pick and roll, mais ils ont jamais trop trouvé la solution. Et puis Kawhi Leonard revient bien en forme, quoi. Effectivement, ça. J'ai regardé les paniers de Kawhi Leonard. Tu vois, il finit à 9 sur 13. 9 sur 13, dont 8 sur 10 à 2 points. Et puis ouais, je trouve que dans l'attaque au cercle et puis même dans les changements de direction, il a 2-3 step back avec vraiment un vrai changement de rythme très rapide. Donc ouais, assez en jambes Kawhi Leonard sur le match, même si tu vois il joue que 24 minutes. Donc on est encore en train de le remettre dans le rythme, quoi. Les Lakers c'est toujours un peu le switcher hein, pour le coup, et que il y a un aspect où quand t'arrives sur des mecs comme ça, ils peuvent te le punir, quoi, le switch. Donc après c'est quand même cool, il fait plutôt un bon match. J'ai pas le total de points là sous les yeux exactement, mais bon, c'est mieux de voir un bon match contre les Lakers que contre les Nets il y a 2-3 jours. On s'était dit qu'est-ce que ça vaut, quoi. Est-ce que finalement des tirs à l'entraînement c'était pas pareil, quoi. Mais ouais, alors qu'on nous dit ils ont battu Atlanta 2 fois,
Non, pardon, Atlanta a battu les Cavs 2 fois et les Wizards ont battu Atlanta, donc les Wizards sont supérieurs aux Cavs. Oui, c'est vrai que ça marche comme ça. Ça marche comme ça officiellement. On est d'accord. Poule Renard Vipère, ouais, alors, vous avez la référence de ce jeu-là du coup ou pas? Vous connaissez la FD, le Poule Renard Vipère? Ça me dit un truc, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Poule Renard Vipère, Jordan Poole joue aux Wizards, tout est logique, ouais. Le Poule Renard Vipère, c'est un jeu à 3 équipes jeu de cours de récré, ouais, effectivement, où t'as les poules. Ah non, c'est le renard qui mange la poule elle mange la vipère et la vipère elle mange le renard. Tu connais pas ce jeu? D'accord. Et que tu sais pas qui est qui, et du coup tu fais un duel, enfin bref. C'est un dilemme du prisonnier ton truc en fait. Ouais, c'est un jeu du chat mais à 3 équipes, quoi, grosso modo. D'accord, ok. Voilà, c'est un peu l'idée. Bref, donc Lakers, Clippers, victoire des Clippers, donc la première dans leur nouvelle entre, et donc oui, je peux te lancer sur le match que tu as vu. Le match que tu as vu, c'est Denver-Orlando alors. Ouais, c'était super. C'était super. On va remettre des éléments de contexte. À Denver, tout le monde est là. Ouais. J'ai l'impression que tout le monde est là, ou alors c'est des petites absences. Du côté du Magic, il nous manque Jalen Suggs, Franz Wagner, et puis les deux frères Wagner, mais Jalen Suggs, qu'est-ce qu'il a, Jalen Suggs d'ailleurs? Il s'était blessé, je sais plus exactement. En torse du poignet à Nouvel An. Enfin, le 32 décembre. Je crois qu'il s'était blessé au dos il y a quelques temps aussi. Ah non, oui, dos le 4 janvier. Bah dis donc, ouais, mauvais début d'année pour Jalen Suggs. Ouais. Donc on part quand même avec une équipe du Magic où on a Cole Anthony à qui on a donné un petit peu toutes les responsabilités. En l'absence de Paolo Banchero, mais du coup on a le retour de Paolo Banchero, donc c'est ça aussi que je voulais voir, comment se comportait le Magic avec Banchero de retour. Et puis en fait c'est pas du tout Banchero qui m'a impressionné sur le début de match, c'est notre ami Tristan da Silva. Tristan da Silva qui nous fait un premier carton, mais incroyable, où du coup après j'ai checké son efficacité sur l'année, je me suis dit non, c'était juste un coup de chaud. Il fait une séquence où en l'espace de 3 minutes, alors il met un 3 points dans le corner, ça à la limite c'est normal. T'as Paolo Banchero qui va driver, qui attire deux défenseurs, et du coup Tristan da Silva fait un backdoor magnifique et puis Banchero le trouve, donc je me dis tu sais que j'adore les mecs qui coupent, donc là je me dis super coupe. Il lit très bien une passe de Nikola Jokic qui était au post-up et qui essaie de ressortir la balle, interception de Tristan da Silva qui ensuite fait une passe à rebond qui traverse la moitié du terrain pour KCP en contre-attaque. Je me dis magnifique Tristan da Silva, mais mine de rien j'aime bien le joueur. Je trouve que il fait très peu d'erreurs en attaque, très peu d'erreurs en défense. Le problème c'est que le 3 points rentre pas, quoi. Tu vois, il a 30% à 3 points, et donc si tu veux être un joueur de complément qui n'a pas forcément trop de qualité de création de tir, si tu rentres pas tes 3 points, c'est très compliqué, surtout dans une équipe du Magic qui en a fort besoin. Je sais pas si tu as un avis sur Tristan da Silva, mais j'adore un peu du coin de l'œil depuis le début de saison, mais il y a un côté 3&D plus, quoi. Enfin, il a été drafté assez haut, quoi. C'est pas genre un mec deuxième tour de draft 3&D basique, quoi. Mais j'avoue que je suis assez fan, hein. Je suis assez fan de la défense. Je crois que je confonds, mais je crois qu'il y a quand même un peu de passing, côté intelligence de jeu intéressant, bien quoi. Sûr. En termes de connexion, c'est super sympa, mais c'est d'autant plus dommage que le tir rentre pas, quoi, pour l'instant. Mais effectivement, c'est son année rookie, donc on a le temps de voir venir. Mais ça me frustre, son tir me frustre parce que j'aime beaucoup le reste. Donc je me dis qu'une fois que le tir va arriver. Après, je t'avoue, je l'avais pas trop vu en NCAA, donc je sais pas si le tir, si on a des indications pour dire que le tir va vraiment arriver. Mais alors Da Silva, il a fait 4 ans à Colorado, donc un gros passif, et sur ces 4 ans, il est à, elle est où la stat, je la vois pas, 38% et demi, 38% à 3 points. Donc notamment une dynamique de progression, première année 26, ensuite 37, 39, 39. Donc il y a clairement un truc là-dedans. Au niveau des lancers francs, on est autour des 78, c'est pas mal. 78, 79. Donc l'indicateur lancers francs aussi se recoupe pas mal avec, pour nous dire plutôt bon shooter a priori. Et l'échantillon des 3 points, autour de 400. Bon, ça va. Mais je pense que c'est un bon shooter. D'ailleurs, s'il a été drafté 18, c'est qu'il y a un peu de shoot. Bon, c'est juste que pour l'instant ça rentre pas, mais c'est pas non plus 31% cette année. Mais bon, ça veut rien dire, quoi. C'est sur combien? C'est sur 150 tentatives. Bon,
ça compte pas, quoi, ça veut rien dire. C'est pas très alarmant, mais c'est vrai que pour l'instant, j'aime beaucoup le reste. Je me rappelle de l'avoir un peu scouté à l'époque pour voir Jabari Walker, tu sais, qui avait fait un passage aux Blazers l'année dernière, qui d'ailleurs il y est toujours. Mais voilà, les deux jouaient ensemble à Colorado. Et puis jouaient avec le frère de Jalen Williams l'année dernière aussi à Colorado. Bref, du coup, Tristan da Silva a gardé en tête pour le reste de la saison, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé son passage dans le premier quart-temps. Sinon, pour les éléments un peu macro, on a vu Russell Westbrook qui était positionné en défense sur Paolo Banchero. Ouais. Puisque dans le 5 majeur des Nuggets actuellement, on a Aaron Gordon qui sort du banc. Du coup, on a Michael Porter Jr., Christian Brown, Jamal Murray, Nikola Jokic, et j'en oublie un, parce que j'en oublie toujours un cinquième. Grosso modo, en fait, quand Gordon s'est blessé, il n'a pas été remplacé par Peyton Watson, mais par Russell Westbrook. Voilà, et là, ça fait 3-4 matchs que Gordon est revenu, mais pour l'instant, il sort encore du banc, quoi. Mais c'est une vraie interrogation de... Est-ce que, surtout que maintenant que Westbrook a pris un petit statut, quoi, tu vois, dans l'effectif et tout, est-ce que McMillan va arriver à l'enlever du 5, quoi, Westbrook, et à le refaire un peu, perdre son statut, entre guillemets, quoi. Je sais pas, à suivre, mais voilà, c'est un peu l'idée que pour l'instant, il y a le 5 classique avec je crois que t'as oublié Michael Porter Jr., si je dis pas de bêtises, le poste. Non, 3. En fait, j'ai dit tout le monde, puisque j'ai dit Westbrook, et après j'ai dit 4 noms, donc j'avais tout le monde, en fait. Non, mais voilà, du coup, en ce moment, on est avec 3 petits, en fait, côté Denver, dans le 5 départ, quoi. C'est-à-dire Jamal Murray, Christian Brown et Westbrook. Ouais. Et donc du coup, comme on a, le deuxième grand qu'on pourrait mettre sur Paolo Banchero, c'est Michael Porter Jr., mais comme on n'essaie pas trop de le mettre, de l'impliquer en défense, comme on essaie plutôt de le cacher en défense, forcément, l'autre qui reste, c'est Russell Westbrook. Et du coup, ce qu'on fait le Magic, puisque les Nuggets, c'est assez classique pour le coup, sur tout ce qui est pick and roll hors Nikola Jokic, on switch tout, comme on a 4 petits sur le terrain avec lui. Et du coup, le Magic a vraiment ciblé Jamal Murray sur le début du match. Donc on a fait venir, on a fait poser des écrans à Paolo Banchero sur Cole Anthony, donc qui était défendu par Jamal Murray, histoire d'avoir Banchero qui jouait face à Murray. Donc on a vraiment essayé de cibler ça sur le premier quart-temps, avec assez peu de succès, et c'est un thème principal du match selon moi sur l'attaque du Magic, c'est qu'on a donné beaucoup de possessions en isolation ou en post-up à Paolo Banchero, mais avec très très peu de mouvement derrière. Et donc on en demande beaucoup à Paolo Banchero en termes de création pure sur isolation. Et il finit à 4 sur 16 au tir, quoi. Il finit à 4 sur 16 au tir parce que, en fait, même sur ses possessions d'isolation, la défense de Denver, elle est facile à organiser, puisqu'il n'y a vraiment aucune action autour. Donc on est vraiment sur de l'isolation un petit peu pure, et je sais que tous les deux on est un petit peu frustrés sur l'utilisation de Paolo Banchero, notamment le manque de pick and roll en tant que porteur de balle qui fait. Et sur le match ça s'est vu, et la plupart de ses possessions offensives sont sur du post-up ou sur de l'isolation pure, avec aucune action autour, et donc des aides défensives qui arrivent, et Paolo Banchero qui a sur le match très peu de réussite au cercle, ce qui explique qu'il finit à 4 sur 16. Le problème, c'est qu'on a un peu affaire à des actions un peu statiques, quoi. Et toi, tu nous parles d'aller cibler Jamal Murray, où on a vu aussi à l'écran, on a vu qu'elle allait cibler Julian Strawther. Derrière, ça s'organise assez bien, quoi. Il y a un DeAndre Jordan qui se met en deuxième rideau, ou alors t'as un Jokic qui se met en deuxième rideau. Et bon, tu vois, c'est pas des défenseurs géniaux, mais au moins t'as un mec qui vient faire un 2 contre 1, quoi, en fait. Juste au moins boucher l'espace et effectivement, c'est un peu dommage, mais c'est vrai que depuis le retour de Banchero, il faut peut-être pas créer un lien de causalité non plus, mais c'est vrai que ça carbure pas trop en Orlando pour le coup. Et là, tu vois, on prend un peu les stats, ils sont en termes de defensive rating très très mauvaise marque sur ce match-là. Notamment il shoot à 51% au panier, ce qui est pas très bon. En plus il shoot pas bien à 3 points sur ce match là aussi, donc c'est problématique. Mais ouais, tu vois, en termes de demi-terrain, on n'est même pas à 80 points par 100 possessions sur demi-terrain, quoi. On est sur un score assez famélique, quoi. Donc je sais pas, après comme dit, c'est pas non plus, faut sans doute pas tout mettre sur le dos de Paolo Banchero, mais en tout cas il y a aussi un aspect de il est revenu, il prend beaucoup de ballons, si tu l'optimises pas non plus parfaitement, c'est vrai que ces ballons, c'est quand même, c'est une star, il va mobiliser beaucoup de possessions. Si ces possessions sont pas bien,
bah ça fait d'autant plus de possession pas bien, quoi. Enfin, je m'exprime très mal, pardon. Mais tu vois, c'est pas pareil si c'était juste Cole Anthony, justement, ou si c'était un joueur qui sort du banc, quoi. Quand c'est Banchero, bah ça va être beaucoup de ballons. Et donc si sur ces configurations elles sont pas bonnes, bah, les répercussions négatives vont être sur, je sais pas moi, sur 40 possessions plutôt que sur 10 si t'es juste un mec qui sort du banc un peu lambda, quoi. Ouais. On en a. Il y a aussi une autre explication au mauvais match de Paolo Banchero. C'est ce diable de Peyton Watson qui nous a encore fait un match défensif. Alors je pense qu'on a tous vu le contre énorme qu'il met sur Cole Anthony. Je sais pas si tu vois l'action où Cole Anthony il essaye de. Enfin, je sais pas, il se pensait encore en high school à l'époque où il mettait des posters. Mais il part en appel de pied à 3 mètres du panier et puis ça se passe très très mal pour lui. Mais il en a 2-3 autres, des super beaux contres. Et c'était un duel à distance en fait avec Jonathan Isaac qui pareil en a 3-4 sur le match qui sont vraiment super intéressants et donc ouais, Paolo Banchero notamment à un moment c'est un peu dommage parce qu'il se retrouve avec Aaron Gordon sur lui en défense et puis finalement le système fait qu'il prend un pick and roll, je sais plus qui pose le pick, il me semble que c'est KCP qui vient poser un pick and roll pour lui, qui vient poser un écran tout court. Et du coup, sur le switch, c'est Peyton Watson. Du coup, Paolo Banchero est obligé de jouer l'isolation face à Peyton Watson. Ça se passe très très mal pour lui. Il part main gauche, il se fait contrer. Voilà, encore un bon match défensif de Peyton Watson, mais ça c'est pas surprenant. Et puis ouais, on a eu une évolution que j'ai notée quand même sur l'attaque du Magic, c'est que autant en première mi-temps, on a très peu vu Nikola Jokic impliqué sur le pick and roll. Ce qui s'explique parce que Wendell Carter Jr. ou Jonathan Isaac, qui sont les deux postes 5 du côté de l'Orlando, sont pas des joueurs à un très gros volume de pick and roll, ou même des grands porteurs posés de manière générale. En deuxième mi-temps, on a quand même essayé un petit peu plus de cibler Jokic sur le pick and roll, donc de donner des opportunités, notamment sur short roll à Wendell Carter Jr. Et ça s'est plutôt bien passé, notamment en deuxième mi-temps, on a une get action avec Cole Anthony. Si tu veux mettre les assists de Cole Anthony, tu verras l'action. Et globalement, j'ai trouvé le match offensif de Wendell Carter Jr. assez sympa, avec un Jokic qui lui laissait de la place, et donc Wendell Carter Jr. qui a pu prendre ses flotteurs, qui a pu prendre ses tirs à mi-distance, et donc créer de l'attaque, on va dire, efficace, mais c'est des tirs en fait que Nikola Jokic est clairement ok à donner en fait. C'est des tirs à mi-distance qui permettent au Magic de se maintenir dedans, mais c'est des tirs que la défense de Denver est très contente de donner aussi. Donc l'un dans l'autre, c'était pas... L'un dans l'autre, en fait, le Magic manque juste de création quand Paolo Banchero passe à côté de son match offensivement comme ça, en l'absence de Jalen Suggs, en l'absence de Franz Wagner. Le truc, c'est que Wagner, sa carte à jouer, c'est un peu le 3 points, quoi. C'est un peu le spacing. Et bon, alors sur ce match, ça rentre pas trop. Mais même, tu vois, depuis le début de la carrière, c'est vrai que ça... Il y a ça, mais il y a au volume, quoi. Pour le coup, Carter. Alors que c'est clairement un match-up où, si t'es arrivé un peu à éloigner du panier un Jokic, ou en tout cas à poser ce dilemme-là, ça pourrait être très cool. Et c'est vrai que il avait un peu perdu sa place du titulaire au profit de Goga Bitadze, qui actuellement est absent. Donc Carter est de nouveau un peu titulaire. Mais ouais, moi c'est un joueur que j'aime depuis toujours, hein, pour le coup, Carter Jr. On est clairement pour l'instant en sous-performance, sous-accomplissement un peu de son potentiel. Tu vois, d'ailleurs, je mets un peu à l'écran une de ses possessions. On voit que Jokic se tient très très loin de lui sans aucun problème, alors que le mec est censé avoir un peu un 3 points. Ouais, c'est donc ça. Là, c'est clairement ce genre de situation où il faut punir, quoi. Ouais. Oui, d'accord. Mais tu sais qu'on faisait beaucoup de comparaisons avec Al Horford. Pour l'instant, le résultat est assez décevant en termes de tout, en fait. En termes de... Voilà, Al Horford, ça n'a jamais été un go-to guy 40% d'usage. Mais Al Horford, c'est quand même un mec all-star qui a un peu de création, qui avait du post-up et tout, quoi, tu vois. Et ça, on l'a jamais vraiment eu avec Wendell Carter Jr. Le passing, toujours un peu décevant aussi. Jamais trop impliqué, alors que c'est censé un peu être un bon passeur. Le shoot, ça commence à venir un peu, mais la défense aussi, c'est polyvalent, mais c'est génial nulle part. Mais j'aime beaucoup le profil, mais c'est vrai que ça tarde, quoi. Ça tarde à être génial, quoi. On est plus sur un 5-6 sur 10 que sur le 8 ou 9 qu'on pourra avoir, quoi, je pense. Ouais, clairement. Oui, d'accord. Sur ce match, rien d'autre à ajouter. Alors, tu
Écoute, non, on a eu un Jamal Murray qui, toujours compliqué. Jamal Murray, alors il a mis des tirs en deuxième mi-temps qui font que le match sur le box score, ça finit pas si mal que ça. Mais on a eu un Jamal Murray, qui joue du post-up un peu comme on a l'habitude de voir. Face à le post-up pour cibler des plus petits, il adore ça. Voilà, comme face à Cole Anthony notamment. Mais tu vois quand même qu'il y a tu vois quand même qu'il est moins dominant qu'avant, là où avant il avait vraiment cette capacité à repousser, à reculer jusqu'au panier et à finir en force. Là, tu vois, 2-3 fois il tente des fade-away, des fade-away, mais où tu tournes autour de ton épaule, l'épaule qui tire. Du coup, tu sais, les fade-away les plus compliqués. Les fade-away de Michael, quoi. Les fade-away de Michael ou les fade-away de Kobe, même si Kobe préférait faire une feinte et partir dans l'autre sens. Mais les fade-away les plus compliqués. Et donc, tu vois, il en tente 2 fois sur le match, tôt dans des possessions. Et là, je me dis, non, mais tu vois, c'est vraiment le genre de tir par défaut où. C'est compliqué, quoi. Et puis, un bon match de Russell Westbrook dans l'intensité. Toujours compliqué quand même quand Nikola Jokic n'est pas sur le terrain, je l'ai vu dans le chat et c'est vrai que sur le match c'est assez clair. Quand Russell Westbrook, quand on lui donne beaucoup de responsabilités, balle en main, t'as une attaque qui tend à perdre quand même beaucoup de ballons. Tu vois, hier sur le match, je sais pas combien de ballons il perd, mais l'impression visuelle est pas super quand c'est lui qui a les responsabilités offensives, quoi. Effectivement, on nous le dit dans le chat, Westbrook sans Jokic, ça fait peur. Il fait 25 minutes sur ce match-là, 12 points, 6 passes, 5 turnovers, effectivement, 5 turnovers. Après, c'est aussi l'alternance, et ce que fait Mike Malone, d'ailleurs, je peux enchaîner aussi avec moi, puisque je voulais aussi parler en partie du match de ce week-end. Avant de parler du match de Spurs-Miami, je peux parler de Denver-Miami, si tu veux bien, comme ça ferait la transition avec Denver et en plus avec Miami après. Mais c'est ce que fait Mike Malone, j'ai l'impression actuellement, c'est d'allier un peu les minutes de Jokic et Westbrook, ce qui semble assez logique pour le coup. Et oui, comme ça, t'as aussi Jamal Murray qui fait la seconde unité. Bon, ça a parfois des résultats un peu aléatoires, mais en gros, d'essayer un peu de lier ça, quoi. Tu vois, de lier un peu les minutes, comme ça, Westbrook est globalement tout le temps à peu près avec Jokic, parce que c'est un peu là qu'on l'aime bien, quoi. Alors, il peut aussi, quand il faut, il peut prendre certaines responsabilités, mais globalement, on aime bien. Le Westbrook qu'on aime bien de cette année, c'est celui qui fait des cuts, etc., quoi. C'est pas forcément celui qui va être en porte de balle principal comme on le connaissait avant, quoi. Ouais. On est d'accord, j'arrive pas à retrouver le match, il est où ? Ah, il est là, pardon. Hop. Ouais, donc le Denver-Miami. Rapidement, le Denver-Miami. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu dans le chat ? Je sais que Eric Spostron est fan de Miami. Bamzerito aussi, vous avez vu le retour de Butler ou pas ? Finalement, le fameux match du retour de Butler, Denver 133, Miami 113 pour le coup. Bon, c'est vrai que le retour de Butler, moi j'étais un peu déçu, non, parce que ça voudrait dire que j'avais des attentes, mais tu vois, c'est vrai que j'ai trouvé qu'on était un peu sur le Westbrook le Butler d'habitude, quoi, c'est-à-dire qui a pas forcé des tonnes, quoi, en termes de scoring, et c'est un peu dommage parce que on sait que on a vu les finales 2023, et puis voilà, globalement on a aussi un Jokic qui peut être attaqué sur le pick and roll, quoi. Et bon, il y a des problématiques du genre, il manque un mec de pick and pop pour déchirer Jokic entre le 3 points et le panier, tu vois, on n'a pas cette arme là, mais globalement on sait que Butler peut faire tellement plus. Bon, il a pas fait tant que ça. Donc c'est toujours un peu dommage de dire finalement il y avait un top match-up, il y a un top match-up pour toi à attaquer, t'es porteur de balle et t'as un Jokic, voilà, c'est quand même le bon match pour revenir, quoi. Et globalement non, quoi. Donc globalement, il a pas trop fait. Alors bon, c'était pas cata non plus, on n'est pas sur un match de Butler genre tu vois, il a pris 2 tirs et puis voilà, quoi. On n'est pas non plus sur ce type-là de match. Mais voilà, c'est vrai que c'est toujours un peu décevant de voir qu'il y a pas trop ce côté forcer les choses, mais forcer un peu dans le sens bien, quoi, pas forcément avec la connotation négative de d'habitude, en fait. Mais bon. Ouais. Excuse-moi, on a un décalage. Non, vas-y, je t'en prie. J'enchaîne alors. J'ai assez parlé de Butler, je me prends sur le cas. Non, mais après, voilà, déjà, il est revenu. Il a pas fait complètement la tête, donc est-ce que c'est déjà une victoire je pense. je pense. Quand on en est arrivé là à dire non mais ça va, il a pas fait la tête. Ah là là, ça me déprime ces cas-là.
Bon, pour dire un peu sur ce match-là, donc bon, l'écart a été fait. Tu vois, il y avait un point. Le quatrième quart-temps n'est pas tant que ça à disputer. Mais c'est vrai que globalement, on a aussi un bon match de Jamal Murray. Mais alors, c'est aussi un des points, c'est que oui, on profite quand même bien d'avoir un Jokic. On va y arriver. Mais tu vois, pour le coup, Butler, pas tant que ça d'usage, ça, et pas tant que ça de prise de responsabilité, pardon. Ça, on est habitué. Mais j'ai trouvé que la vraie star de ce match-là, elle s'appelait Duncan Robinson. Et pourtant, tu regardes la feuille de match, il y a 26 minutes, à peine 3 sur 5. Bon, 7 assists, ça, tu te dis, c'est là, il y a peut-être un truc. C'est pas habituel, il y a quelque chose. Pour le coup. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et en fait, on est de nouveau sur les trucs de... alors attends, mince, j'ai oublié de faire ça. Hop, on va se le prendre... c'est ici, non, c'est là. Hop, on va le mettre à l'écran. Sur la problématique qu'on avait soulignée pendant les finales 2023 en fait, c'est-à-dire que contre Butler, Denver, ils vont un peu faire du drop, donc ils vont rester bas parce qu'on craint pas forcément le pull-up à mi-distance. Alors il peut punir, mais voilà, on essaie un peu de rester en contrôle, alors que le seul qui arrivait à créer un décalage au niveau de la défense, c'était Robinson. Et alors Max Strus aussi, mais pourquoi ? Parce que Robinson, il a cette menace du shoot, ce qui fait que on voit Jokic là, je mets un peu à l'écran mais je peux le décrire aussi. Jokic il va pas rester bas en termes de drop, il va monter au niveau de l'écran, faire des fameux edge ou soft edge et plutôt créer un 2 contre 1 au niveau du ballon. Et en fait, comme sur les finales 2023, on a vu que Robinson il sort un peu de sa boîte et littéralement c'est lui qui crée le décalage parce que il a cette menace de shoot. Alors malheureusement pas tout le temps bien exploité, mais tu vois clairement là sur l'image qu'on a un Jokic qui monte sur l'écran. À partir de là, très bonne passe de Robinson qui fait l'extra passe et ensuite c'est à Bam Adebayo d'attaquer le 4 contre 3. Bon, il le fait pas très bien ici, mais voilà, il y a clairement un peu ce truc de c'est à peu près le seul. Alors avec Tyler Herro aussi, finalement Denver au début voulait pas trop le faire, mais ils ont fini par le faire. Mais c'est un peu un des seuls avec Tyler Herro qui est capable de créer ce décalage parce que ça force la défense à sortir un peu. Alors que avec Butler, finalement, on l'a vu un peu tout à l'heure avec j'ai mis les highlights, tu vois que Butler parfois il met certains pull-up en mi-distance, mais au final, voilà, on reste en drop, on reste sous contrôle, on concède le tir qu'on veut concéder, c'est-à-dire un pull-up à mi-distance qui est pas si rentable que ça, quoi. Alors que le vrai pouvoir du shoot, c'est aussi un mec qui est capable de te faire sortir un peu haut, et en plus il y a le passing pour en tirer profit, donc c'est quand même très cool, quoi. Oui. Tu vois, je laisse aller. Non, mais c'est vrai que le passing de Robinson, moi j'avais toujours ces images en tête en sortant des écrans de Bam Adebayo où du coup il a toujours eu ses pocket pass, mais qui sont des pocket pass un petit peu de système. C'est des schémas classiques. Mais c'est vrai que le fait de le voir prendre des pick and roll de plus en plus et d'avoir cette capacité de court mapping et de bien lire les défenses en aide et de faire des bonnes passes, c'est vrai que ça c'est quelque chose de plus nouveau et c'est positif pour le hit. Tu vois, on a vu des pocket pass pour les vite libérer face aux 2 contre 1, on a vu des skip pass vers le corner opposé, donc qui traversent tout le terrain. Et là, on a un exemple, deuxième mi-temps, où jeu de main à main, encore une fois, entre Bam Adebayo et Robinson. Cette fois, Jokic monte peut-être pas assez haut, donc il n'y a pas de 2 contre 1, en tout cas assez mal fait, et donc il y a juste assez d'espace pour le pull-up à 3 points. Et donc voilà, et donc t'es puni, il le prend, il le met. Et c'est vraiment tout ce truc qui crée en fait le danger et qui crée la menace de Robinson. C'est si tu montes pas sur l'écran, je vais prendre le shoot. Donc c'est exactement pour ça que Denver fait ces fameux 2 contre 1, quoi, parce que t'as un peu peur de ça. Et c'est aussi ce qui, mine de rien, va un peu tout libérer. Donc voilà, c'est aussi une partie assez importante de ce match-là, même si, voilà, au final, Miami perd ce match. Juste pour dire aussi, Robinson, je sais pas s'il y a des... Oui, il y en a, des fans de Miami là, dans le chat. Vous pensez quoi de la défense de Robinson dernièrement ? Ça m'intéresse parce que tu vois, donc j'ai regardé 2 matchs de Miami là, ce week-end, entre celui contre Denver et celui contre San Antonio, on va en parler. Mais il y a des séquences défensives qui sont assez bluffantes, relatif aux attentes, on est d'accord, mais tu vois, j'étais vraiment assez étonné pour le coup de à quel point est-ce qu'il défend bien. Il démarre le match sur Michael Porter Jr., traverse bien l'écran, il reste bien en face, etc. Il coulisse bien. Je le mets un peu à l'image, mais je décris aussi, mais tu vois, il conteste parfaitement le tir. T'as des séquences un peu plus tard où il va très bien suivre un peu Jamal Murray à travers l'écran et puis rester en position et puis revenir contester le tir, etc. T'auras des séquences aussi, je l'ai montré tout à l'heure peut-être, mais contre les Spurs où c'est pareil, en fait, ça se bat hyper bien, ça reste en face, etc. Alors parfois t'as une erreur, parfois t'as une faute, on est d'accord.
Mais je veux dire, comparé aux attentes qu'on a sur ce joueur défensivement et ce qu'on lui connaissait, bah, je dois dire qu'actuellement, sur les 2 matchs que j'ai vus du week-end, j'étais assez bluffé en fait, parce qu'on s'attendait pas à ça et qu'on le connaissait pas comme ça. C'est un mec qui était ciblé et qui, je pense, peut encore continuer à être ciblé parce que ça reste un maillon faible plus qu'un maillon fort. Mais tu vois, sur toutes les actions que je montre actuellement, là, je sais pas si tu les vois à l'écran, mais ça traverse. C'est ça, ça reste en face. Sur du recovery, c'est très bon. Après, il faut juste voir. Enfin, c'est pas quelqu'un que tu mets sur la défense, sur le point d'attaque. Non. Là, c'est peut-être là où il y a plus de limitations. Non, mais j'ai trouvé vraiment excellentissime match défensif quoi, de sa part. Et c'est, je pense que ça atteste aussi d'à quel point le mec bosse beaucoup, quoi, parce que on le connaissait en tant que bon shooter à Michigan, il arrive à Miami, on lui dit non mais travaille pas tes faiblesses, travaille tes forces, et donc le mec devient un méga shooter à 3 points, ok. L'an dernier on lui a découvert aussi un passing game qu'on lui connaissait pas vraiment en tout cas ces derniers temps, et donc l'an dernier le passing game en plus, ok, et puis donc là cette année il y a du drive, et puis il y a de la défense aussi qui vient de plus en plus. Donc ouais, je suis très très satisfait de lui. Alors moi je l'aime beaucoup, donc vous allez me dire il y a peut-être une partie de biais, mais franchement tu vois il y a des actions, c'est quand même défensivement je l'ai jamais vu faire ça quoi. En termes de traverser l'écran, en termes de essayer de rester connecté comme on dit au porteur de balle et rester collé, en termes de contester le tir, faut savoir que c'est quand même un mec qui est très très grand, hein, Duncan Robinson. Ouais. Donc ça aide aussi quoi. Donc ouais, je sais pas si les fans de Miami l'avaient remarqué ou pas. J'essaie de vous lire en même temps. Il y a des limitations physiques habituelles, mais sur la lecture, il est bon. Ouais, mais tu vois, même sur les limitations physiques, au final, je trouve qu'on les sent de moins en moins, quoi. Surtout que la taille est là. Après, sur le côté, est-ce que s'il switch, il y a LeBron qui fonce sur lui, épaule baissée, oui, je pense que là, ça va dégager du chemin, quoi. On est d'accord. Oui, et pareil, il peut pas défendre sur un pick and roll il peut pas rester sur Ja Morant sur un pick and roll, quoi. Oui. C'est un peu toujours les extrêmes qu'on peut. Après, c'est pas ce niveau d'attente qu'on a sur lui non plus, quoi. Oui, bien sûr. Je pense. Oui, ouais. bien sûr. Oui, bien sûr. Alors qu'on salue Garincha, bienvenue. Salut Mondescro, c'est quoi ces pourcentages de shoot? Même Rosier, il avait l'air bon. Effectivement. Mon problème, c'est plus l'association avec Hero qui fait trop craqueler la défense contre une ligue d'arrière dynamique. C'est pas comme, c'est-à-dire pas comme celle des Spurs. Ouais, je peux comprendre. D'ailleurs, je pense que c'est un peu pour ça aussi qu'au final, il avait, parce que tu vois, si on reprend un peu son temps de jeu de cette saison, il avait un peu disparu. J'exagère peut-être un peu, mais temps de jeu assez irrégulier de la part de Robinson pour le coup, et il est redevenu titulaire que depuis dernièrement, confirmez-moi les fans de Miami, mais il me semble que je ne me trompe pas de ce point de vue là. Est-ce qu'on a les matchs startés ou pas startés là? Non, on les a pas. J'aurais mieux fait d'aller sur Basketball Référence, mais bref, il y a un peu cet aspect aussi que je pense, hein, un peu l'explosion offensive, en tout cas la très bonne saison de Tyler Hero. Il est à 21 startés sur 39. Ouais, tu vois, et c'est plutôt dernièrement, quoi, pour le coup. C'est donc ouais, et tu vois, j'aime beaucoup surtout le duo avec Bam. Et c'est aussi pour ça qu'en début d'année, quand le mec n'était pas titulaire et donc n'avait pas tant que ça ses minutes alignées avec Bam, bah je comprenais pas, quoi, tu vois, il fait tout le début là, il est pas titulaire, etc. Et là dernièrement, voilà, ça fait 2 matchs qu'il est redevenu titulaire. 26 minutes contre Denver, voilà, et 27 minutes contre les Spurs, donc les 2 matchs dont on parle aujourd'hui. Mais tu vois, c'est assez irrégulier. Alors, ça dépend aussi, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de rotations à Miami. Mais ouais, je comprends pas trop, et j'espère que peut-être le retour de Butler va un peu mieux réorganiser les cartes, parce que c'est vrai que Butler plus Bam et Duncan Robinson, ça a du sens, c'est comme ça. Tu files aussi plein de ballons où tu fais un peu une attaque un peu tel Hero, quoi. L'attaque de pick and roll de Hero qui a été très bon, hein, je le souligne pas, mais qui a été excellentissime aussi, un peu comme d'habitude, notamment en termes de drive. Tu vois, au début, Denver commence un peu en drop face à lui. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des flotteurs, il fait des pull-ups face au drop, et donc ça finit par s'ajuster. Non, franchement, Tyler Hero, excellent match encore. Là, on voit un drive où il va tout droit jusqu'au panier, il refuse l'écran et il prend complètement en revers Jokic qui attendait d'un côté de l'écran, il part de l'autre, il va jusqu'au panier. Bon, Hero, excellentime match encore une fois, mais ça on est habitué. Mais voilà, pour le coup, le match de Robinson, enfin les 2 matchs d'ailleurs contre les Spurs aussi, étaient assez, enfin même pas que assez, excellentissime, je trouve. Et puis j'essaie de retrouver le chat. Où est-il? Il jouait beaucoup l'année dernière, oui, effectivement, très bonne saison déjà, mais Hero était blessé la moitié de la saison. Oui, c'est vrai. Wespo essayait de faire jouer Terry Rozier. Oui, c'est vrai, en début de saison on a eu beaucoup de Terry Rozier qui est repassé beaucoup plus bas dans la rotation. Et puis non, l'autre point que je voulais dire sur ce match, mais encore une fois j'ai l'impression qu'on se répète par rapport au final 2023,
c'est finalement le pick and roll Jamal Murray et Jokic. Et pourquoi est-ce que ça marche tant? Pourquoi est-ce qu'on a un Jamal Murray qui alors il a fait combien? Il a fait 12 sur 24 au tir, il a fait 30 points. Bon, pourquoi ça marche aussi autant? C'est que le duo avec Jokic marche bien et qu'en fait, sur ces pick and roll, Miami ne veut pas switcher parce que Miami ne veut pas concéder le switch. Donc on a Butler sur Jamal Murray et Bam sur Jokic. Ok, ils veulent pas avoir un Butler sur Jokic parce que même si Butler c'est Butler, en face Jokic c'est Jokic. Donc le switch est hors de question. Tu peux pas trop faire des edges. On l'a vu pendant les finales, ils avaient fait 2-3 fois, ils avaient sorti le edge. Jamal Murray avait fait une passe par-dessus et puis tu veux pas concéder le. Voilà, une fois que Jamal Murray fait la passe, grosso modo, tu concèdes un 4 contre 3 au meilleur passeur du monde. C'est pas une bonne idée non plus. Donc pas de switch possible, pas de edge, pas de trap possible, pas de prise à deux. Et donc t'es un peu obligé de faire des drops, mais le problème des drops c'est quoi? C'est que t'as Jokic quoi. Et donc le drop c'est je reste un peu en retrait, on pourrait essayer un peu de gérer les deux, donc le porteur de balle qui arrive d'un côté et le rôle de Jokic de l'autre. Et le problème c'est que Bam il doit gérer les deux et qu'il peut pas quoi. Et pourquoi est-ce que première action du match, en tout cas première action que je montre ici, pourquoi est-ce que le pick and roll, on a un pick and roll plein centre là, Jamal Murray Jokic, pourquoi est-ce que Jamal Murray peut aller jusqu'au layup et le layup est totalement ouvert? Parce que regarde, Bam il fait pas le pas de côté pour aller sur Jamal Murray. En fait, il est attiré par la gravité de non, il faut pas que j'abandonne Jokic en fait, parce que sinon ça fait une passe facile. Si ici, je vais te faire pause pour ceux qui sont je décris pour le podcast, mais je décris aussi pour ceux qui sont en visuel. Si là il fait un pas de côté là sur sa droite et qui vient boucher l'angle de layup, il y a une passe facile, une petite pocket passe facile pour Jokic dans la raquette. Et là encore, tu donnes une balle à Jokic dans la raquette, petit flotteur, petit hookshot ou n'importe quoi, c'est automatique. Donc en fait, c'est toujours l'histoire de ce match, j'ai l'impression, c'est la gravité de Jokic qui empêche Bam, qui est pas non plus un 10 sur 10 en drop, mais qui empêche Bam de correctement en fait défendre le layup sur Jamal Murray. Encore une fois, tu vois, t'as un layup ouvert sur un pick and roll qui a l'air assez anodin, et tu dis mais pourquoi est-ce que Bam il va pas sur lui? Mais parce qu'en fait il surveille Jokic, il peut pas l'abandonner, et donc Jamal Murray a des layups ouverts, mais finalement tant mieux pour Jamal Murray. Mais bon, l'ingrédient secret pour le coup, c'est Jokic quoi, tu vois. Là on a encore une action où Jokic il reste à 3 points ici même, et donc Bam se dit non, je peux pas trop l'abandonner, je monte, et donc Bam se retrouve dans le périmètre au moment où Jamal Murray peut attaquer le panier, une petite passe sous le panier à Peyton Watson et ça fait panier quoi. Et ça c'est en plus il y a le bonus cette année du 3 points. Avec Jokic, alors pas que cette année, mais il est un peu irrégulier selon la saison. Là encore, tu vois, je montre une action, le side pick and roll. Ça, on en a bouffé dans les finales 2023, on l'avait décrypté sur la chaîne YouTube. Donc c'est un pick and roll qui part vers le côté, vers un corner qui est totalement vide. Donc il y a tout un quart de terrain qui est libéré pour Jamal Murray. Et voilà, en gros, on arrive lancer main gauche comme il aime bien, et toujours pareil, Bam qui peut pas totalement fermer l'angle, qui est un peu, là on le voit, littéralement, il est déchiré un peu entre les deux. Il va pas fermer l'angle, et donc layup ouvert pour Jamal Murray, goaltending, et à la fin, juste dernière action, après j'arrête, mais high pick and roll entre les deux, voilà, donc juste Jokic, Murray qui va pénétrer, cette fois-ci Bam il reste un peu plus bas que d'habitude, et donc qu'est-ce qui se passe? Le contre-move, c'est que la passe est faite pour le pick and pop. T'as voulu aller un peu trop loin, t'as voulu punir, t'as voulu redescendre et boucher l'angle de layup. Moi, je reste en haut et je prends le pick and pop et je le mets, quoi. Donc, c'est toujours le problème insolvable, j'ai envie de dire, pour la défense de Miami, en fait. Ouais, et puis moi, ce que j'adore sur les pick and roll de Nikola Jokic, c'est sa variation de vitesse, notamment sur le premier que tu as montré, à quel point il est capable de rouler au panier, mais tout doucement. Ouais. Juste pour forcer en fait une décision plus compliquée pour Bam. Justement sur ce clip là où il commence à rouler vraiment tout doucement au panier, s'il va plus vite, l'angle de la pocket pass pour Jamal Murray est bouché, et donc Bam Adebayo a moins un dilemme, alors que le fait de le faire vraiment à une vitesse vraiment réduite force Bam à rester plus haut sur le drop et donc donne l'accès au cercle à Jamal Murray. Effectivement, mais voilà, en fait tout part aussi du fait que tu peux pas switcher contre Jokic. C'est ça l'ingrédient secret. Donc et quand tu fais un drop, tu peux pas non plus faire un drop en disant non, je vais mettre en deep drop très 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 bas, du genre là, Bam, il se tiendrait pas à 2 mètres, mais par exemple à 4 mètres ici en deep drop, parce que si tu restes en deep drop, il peut te punir avec le pick and pop qui est tout en haut. Donc voilà, toi t'es très bas, je reste en haut, comme ça il y a une grande distance entre nous, je suis ouvert. Ou alors ou avec le short mid sur du short roll. Même exactement, et si sur le balayage un peu le drop, où tu dois faire un peu le balayage, un pas de côté, gérer un peu les deux qui arrivent contre toi, si tu le fais pas bien, pocket pass, et puis une fois que Jokic a la balle dans la raquette,
bah c'est fini quoi. Donc c'est un peu tout ce truc de pourquoi est-ce que Jamal Murray a aussi un bon match et pourquoi est-ce qu'il avait fait des grandes finales 2023, etc. Pas pour lui enlever du crédit, mais pour insister aussi, montrer à quel point est-ce que voilà, en termes de tactique, tout est lié quoi. Et en l'occurrence, dans le pick and roll de Denver, à quel point est-ce que Jokic est dangereux dicte aussi à quel point est-ce que Bam, qui est pourtant un défenseur fantastique, bah finalement il va pas boucher l'angle de lay-up. Bah oui, mais c'est pas pour rien, c'est pas une erreur. c'est aussi ça que je veux dire, c'est que quand on voit ce genre d'action, faut pas se dire ah bah tiens, il fait pas son boulot, il va pas boucher l'angle de lay-up, il est en retard. Non, il y a une raison pour laquelle il le fait pas. C'est parce qu'en fait il est préoccupé par autre chose quoi. Donc tout est lié en fait en basket. C'est une feature, not a bug. C'est quelque chose. Ouais. C'est une fonctionnalité, pas un bug quoi. Il y a une raison. Exactement. Bon, et puis tout le monde a vu la passe la passe de mince, c'est quoi cette action, je sais plus. Ah oui, c'est Strother. Donc tout le monde a vu la passe de Jokic dans le dos là, tu sais, pour le dunk d'Aaron Gordon. Ça te parle ou pas ce match-là, cette action-là? Tu sais que les highlights, tu me parles un truc un peu moins flashy peut-être que je l'ai, mais les highlights. Bon bref, il y a une passe en transition où il fait une passe il fait une passe par-dessus la tête et ça donne un dunk je te le montre à l'écran si tu veux, voilà. Peyton Watson qui balance devant, la no-look passe par-dessus la tête, hop, il a deux sur lui, no-look passe, méga dunk de Gordon, bon. Non mais j'allais dire, cette passe a beaucoup tourné, bon, vous serez surpris ou pas, incroyable match à la passe de la part de Jokic, je vais pas on est en format radio, je vais pas le décrire, je vais pas montrer les images non plus, on va pas s'attarder dessus, mais c'est que des lectures incroyable. Et puis voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur ce match-là. Est-ce que j'ai quitté le chat des yeux? Qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? Jovic doit surtout abandonner Westbrook pour une action qu'on décrivait. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est toi qui es n'importe quoi. Il envoie des sacrées passes sur ce match. Oui, on est d'accord. On est d'accord, j'essaie de trouver les stats. Est-ce qu'on a un truc, le tableau des stats pour voir éventuellement, mais voilà. Au moins c'est un événement, le retour de Butler. Il s'est pas battu avec Spoelstra. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une victoire ou pas, FD? Ouais, mais Pat Riley aussi, il a des. Pat Riley, c'est lui qui est sur le terrain. Il y a une bagarre énorme quand il est au Knicks. Et Pat Riley se retrouve à tenir la jambe d'un joueur, non? C'est pas lui? Non, c'est Jeff Van Gundy, ça. Ah mince, Pat Riley n'est pas sur le terrain. Mince. C'est Jeff Van Gundy qui... Alors, Pat Riley est peut-être il est peut-être à Miami, hein. Je te dis pas l'inverse, mais le mec qui va s'accrocher à la jambe, c'est Jeff Van Gundy. C'est Jeff Van Gundy, ouais. Ok. Attends, je tape ça, Jeff Van Gundy. Si je tape leg, il va me le montrer directement. Hein. Je pense, hein. Ah, j'espère qu'il a pas un tatouage à la jambe et que c'est ça qui va te montrer quoi. C'était quoi? C'est une bagarre Larry Johnson, Alon the Morning qui était coéquipier. C'était quoi? C'est Hornets, non? Je crois, début 90. Ouais, et il s'accroche à la jambe de Alon the Morning pour l'arrêter. Bon bref, Jeff Van Gundy qu'on adore. Oui non, c'est pour ça que je voulais regarder les stats aussi. Ça m'avait marqué 4% de turnover pour Denver. Sur tous les matchs, les centaines de matchs qui ont été joués cette saison, c'est dans le centième centile. Voilà. C'est-à-dire mieux que 100% des matchs joués cette saison. Voilà, 4%, donc je sais pas quel est le chiffre brut, mais grosso modo, quasiment aucune perte de balles. Donc voilà, un très bon match de la part de Denver qui a toujours un peu une forme un peu irrégulière ces temps-ci. Mais cette fois-ci, ça va. Bonsoir, comment ça va ici? Bonsoir à toi, Bomsdeya. J'espère que je prononce bien. Bienvenue. Et donc on peut finir peut-être, à moins que tu veuilles... m'interrompre, FD, je t'en prie. Non, mais attends, Russell Westbrook a joué que 26 minutes, c'est pour ça qu'il n'y a que 4% de balles perdues. Oh, ça c'est méchant. Je suis vache. Non seulement c'est méchant, mais en plus c'est gratuit, c'est totalement non sollicité. Bah non, c'est pas gratuit, il en a perdu 5 hier, c'est pour ça que je dis ça. Donc, le match des Spurs qui était hier soir. Spurs contre Miami. Alors pour le coup cette fois-ci ça a été assez vite expédié. De l'autre côté, mince, j'ai perdu ma page, elle est où? On va quand même se mettre la page classique du box score. C'était hier, la voici. Donc 107 pour les Spurs, 128 pour Miami. Bien meilleur match. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu dans le chat ou pas? Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? Est-ce que Bamzerito tu l'as vu? Est-ce que Eric Spoelstra tu l'as vu? Est-ce qu'il y a des fans du Heat qui ont vu ça? Est-ce qu'il y a des fans des Spurs aussi? Toi, t'as pas vu les highlights de Wembanyama, alors je suppose. Hein, bien vu, Guillaume. Perspicace. Mais tu fais quoi quand tu bois ton café le matin? Écoute, souvent c'est au travail, donc je lis mes mails. C'est pas très fun. Hein. D'accord.
Tu regardes pas je sais, c'est pas drôle. Hein. Non. Bon, bah alors, offensivement, on a un match où ça a commencé par insister beaucoup sur du pick and roll 1-5, finalement, donc Chris Paul et Wembanyama. On a vu qu'il a fait quelques trucs assez intéressants. Mais non, ce qui a été assez marquant sur ce match, c'est, alors côté Miami, un peu l'intronisation des deux bigs, avec donc à la fois Bam Adebayo et Kelly Ware, qui ont enfin joué ensemble. Je crois que... Alors dites-moi dans le chat, les fans de Miami, si c'est arrivé déjà cette saison, mais je ne crois pas que ce soit arrivé si souvent que ça. Moi, en tout cas, c'est la première fois que je le voyais. Et il y avait ce truc de... En plus, il commence la deuxième mi-temps. Enfin, il commence la première mi-temps, il y a Bam, et ensuite le backup, c'est Kelly Ware. Donc il y a un peu alternance des minutes. Et puis en fait, ça joue tellement bien qu'on finit en deuxième mi-temps par clairement installer... Ben non, on va les faire jouer ensemble, quoi. Donc ça, si tu vois, c'est peut-être la pierre fondatrice, ça se dit, la première pierre d'un duo qui pourrait faire de grandes choses, hein, pour le coup. Alors oui, je monte la highlight de Wemby, on voit que dès qu'il y a un switch sur lui ou dès qu'il n'y a pas le bon match-up, il va au panier. Il y a une action aussi en transition. Alors les gars, quand vous jouez les Spurs, faites le repli défensif le plus vite possible et le mieux possible, parce que je peux le montrer à l'image, mais quand tu le fais mal, le repli, et que tu as Tyler Hero qui se retrouve sur Wembanyama, il faut pas, c'est pas bien, ça. Là, c'est littéralement 2 points offerts, quoi. Donc ça, il faut pas, les gars. C'est le repli défensif contre les Spurs. Il faut absolument. Oui, on nous dit oui, première fois. Effectivement, première fois que ça arrive. Ok. Donc oui, c'est assez cool parce que on a pu voir aussi comment ça s'est organisé par rapport à Wembanyama, par rapport à la défense, par rapport au rôle de Romer aussi, tu sais. Mais alors déjà sur Kelly Ware, un peu l'individu, je le trouve pas. Où est-ce qu'il est, Kelly Ware? On va se mettre ses paniers à l'image. Il est à 10 sur 19 au niveau du tir, 25 points sur ce match-là, et avec en fait principalement, c'est ce qu'on connaît de lui, c'est-à-dire le côté vertical, hein, menace verticale qui fait beaucoup de bien. On voit à l'image un premier pick and roll là, avec Nikola Jovic, qui très bon passeur aussi, hein, pour le coup. Jovic qui est pas en grande forme depuis quelques matchs, mais là très belle passe pour la servir à Kelly Ware. Voilà, il y a grosso modo, tu vois la shot chart là sur le côté, il y a 3 points, il y a que des tirs au panier. On va en parler, 3 points, on va le voir, mais tu vois, il y a un côté verticalité incroyable, quoi, parce que c'est un mec qui est très très grand, quoi, très très grand et très très long, je crois, et qui en plus qui est pas hyper costaud. Alors on peut voir ça aussi comme un côté négatif, mais qui a un peu ce côté fluide, légèreté d'appui, quoi. Je sais pas si tu l'avais vu toi un peu à Indiana ou pas du tout. Non, c'est pas du tout. Ouais. Mais il avait eu une petite cote au moment de la draft, là il commençait à remonter, mais clairement voilà, sur ce match on a un mec qui est utilisé sur des jeux à deux où on libère tout un quart de terrain pour lui, quoi. Et puis c'est soit Jovic, soit Butler qui l'envoie au alley-oop ou qui l'envoie au roll assez facilement. Aussi il y a un aspect de rebond offensif assez sur ce match-là où voilà, juste un rebond offensif au panier et puis ça fait des points là-dessus. Enfin, bref, vraiment une très belle sortie de la part de Kelly Ware au niveau de l'attaque, et ça fait du bien en fait d'avoir un peu de ça, c'est-à-dire d'avoir un peu de punch dans cette attaque qui est sympathique, mais tu vois, t'es du Jacques, du Jovic, du Tyler Hero, du Robinson, Butler est revenu, mais tu vois, ça manque de punch, quoi. Ça manque parfois de points faciles, ça manque de baston, quoi. Même bas, mais pas une menace verticale sur le pick and roll. Exactement. C'est vrai que ça te donne une arme en plus, surtout que tu as Tyler Hero et Duncan Robinson, comme on en a parlé avant, qui sont capables de faire ces passes-là, donc c'est quelque chose qui peut te créer des points faciles. Bah ouais, c'est vraiment ça. Alors Bam peut, hein, mais Bam n'est pas si grand que ça, et puis il est pas si explosif que ça, Bam. Il peut, hein, quand il arrive lancé et tout. C'est pas pareil qu'un mec. C'est plus un athlète horizontal que vertical, Bam, en termes de mobilité. Oui, et puis même quand il a de l'élan, il peut bien charger son saut et être vertical, mais c'est pas pareil qu'un mec qui a genre 30 cm de plus en termes de taille et de longueur de bras, et qui est juste, il saute, et qui en plus est beaucoup plus léger sur les appuis. Mais voilà, gros match de Kelly Ware. Mais non, en fait, ce qui est hyper intéressant dans ce match, c'est par rapport à la défense. Et je veux dire, on a un Wembanyama qui... Alors, on a déjà parlé dans l'hebdo là, qui est sorti aujourd'hui du match contre Memphis où il empêche des tirs au panier. Mais là c'est la folie, quoi. Butler n'a pas shooté au panier. Et vous voyez un peu sur les actions que je montre. Il arrive au panier, il y a Wemby, et il dit non, je veux pas, je passe la balle. Là, il a passé la balle à Woody Smith, il a abandonné. Il fait une Steve Nash, quoi. En fait, le Wemby force tout le monde à devenir Steve Nash, c'est ça qui est beau. Et tu vois, c'est marrant, c'est qu'il y a ce genre de 1 contre 2 sur ce match-là. Donc on a Wemby sous le panier, Bam à côté, et puis un mec à la balle de l'autre côté. Donc un 1 contre 2, d'habitude, ou alors tu t'appelles Draymond Green et tu arrives très bien à gérer ça parce que avec de l'expertise, du savoir-faire, des feintes, etc., de l'intelligence de jeu.
mais sinon ça marche pas quoi. Et lui, ce genre de 1 contre 2, il fait rien. Il a rien besoin de faire et ça marche. Et c'est vrai que bon voilà, il y a un peu cet aspect sur le pick and roll où en fait ce qui manque un peu, c'est justement l'aspect de pick and pop en fait. Alors soit pick and pop de Bam qui peut rester très très haut et qui va punir le fait que Wemby rôde autour du panier et reste un peu bas. Donc ça, il manque un peu la menace pour étirer la défense dans ce sens-là. Et soit aussi, effectivement, comme tu dis, Bam, c'est pas un élite athlète en termes de verticalité et on voit qu'en plus Butler veut pas faire la passe par-dessus pour un pick and roll éventuel, pour un roll qui roule au panier. Et voilà, en fait, il arrive au panier et c'est littéralement le match de la patate chaude. Hein. Butler, il donne la patate chaude et pareil, il donne la patate chaude à Ice Smith je sais pas si t'as vu ce qu'il fait, Ice Smith, pareil, hein, il arrive au panier, il fait non, tiens, Bam, prends-le. Et Bam, il fait quoi? Il dit non, je vais pas m'avancer, je vais rester à 2 mètres du panier et je vais prendre un petit flotteur. Voilà. Mais voilà. Et ça, c'est, encore une fois, ça n'a l'air de rien. Mais Bam, si c'est pas Wemby, peut-être qu'il fait un coup d'épaule, peut-être qu'il va attaquer le panier, etc. Là, je montre un autre exemple, mais pareil, pick and roll, Butler, Bam, très classique, plein centre du terrain. Qu'est-ce qui se passe? Butler pénètre, Barnes reste avec lui, Wemby est aussi sur lui. On voit qu'il est très très bas sur le terrain, il est au niveau du panier, donc au niveau de Butler. Et le problème, c'est que Bam, il a pas 3 points, quoi. Donc il n'y a pas le contre-move qui forcerait un peu notre ami Wemby à sortir du panier ou à hésiter, ne serait-ce qu'un court instant. Ça marche pas. Là, pareil, autre action que je décris, cette fois on est off-ball pour Wemby. C'est pas du tout un pick and roll. Butler arrive au panier, qu'est-ce qui se passe? Va s'aller encore devant lui, mais surtout, il y a Wemby. Et pourquoi? Parce que Wemby, il abandonne Bam, qui est dans le corner. Et on craint pas du tout le tir, en fait. Et c'est un peu le problème. Alors, Bam est fantastique en défense et en termes de passeur, etc. On peut dire plein de choses. Mais c'est vrai qu'il manque un peu cet outil tactique. Et là, pareil, tu vois, je montre l'image. Ouais. C'est vrai parce que c'est une super passe de Jimmy Butler, mais elle sert à rien. Bah oui. Et pourquoi Butler fait la passe? Parce qu'il veut pas tenter le tir face à Wemby. Ouais, c'est clair. C'est le match de la patate chaude. Hein. Il a la patate chaude et Wemby qui fait juste... il fait l'arbre, quoi. Il fait juste je tends les bras et puis voilà. Là c'est pareil. Piqué dans le Taylor qui essaie de lancer Kelly Ware, mais sauf que voilà, Kelly Ware a la verticalité. Mais on voit sur l'action que Wemby il recule et puis Wemby aussi il a des longs bras. Et donc la passe de alley-oop, elle est très très bien contestée et donc ça donne rien, quoi. Donc on a vraiment ce truc il a totalement dominé sur pick and roll parce que ça n'aurait pas été pareil si ça avait été un 4 par exemple à New York ou qui aurait forcé sans doute à s'éloigner du panier. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est aussi une des motivations qui a fait qu'on a mis les deux ensemble, à la fois Bam Adebayo et Kelly Ware, c'est que on les fait rentrer les deux ensemble et Wemby est obligé de choisir. Les Spurs, ils n'ont pas de Wemby. Donc, sinon c'est fini, sinon on arrête de regarder la NBA, on dit merci, prenez les titres et on passe à autre chose. Mais non, ils n'ont pas de Wemby, donc en fait Wemby est obligé de choisir un des deux match-up. Et je pense que c'était un peu ça le plan de Spoelstra, de les faire jouer les deux ensemble aussi, au-delà du fait que Kelly Ware était dans un bon soir, mais quand on fait les deux sur le terrain, en l'occurrence Wemby se met sur Kelly Ware, et ce qui fait que Bam peut attaquer quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de Wemby, et donc post-up face à Harrison Barnes. En l'occurrence, Wemby vient aider. Alors qu'on a mis exprès Kelly Ware à 3 points, alors que Kelly Ware, il a pas trop de 3 points, il a un peu de shoot, hein, mais voilà, il a pas encore de 3 points. On fait exprès de le mettre à 3 points, comme ça Wemby, il doit aider depuis en haut. En l'occurrence, il vient, il descend, ça donne un tir ouvert à 3 points. Donc c'est bien, il le met. Mais tu vois, il y a un peu ce truc de, en fait, si on met deux intérieurs, Wemby, il peut être que sur un seul. Donc on a soit Bam, soit Kelly Ware qui va être un peu tranquille. Là, pareil, je sais pas si t'as vu, on met Kelly Ware sur l'aile. Alors que voilà, le shoot est pas notre top, mais on le met exprès sur l'aile pour essayer un peu de libérer le panier. Et sauf que ça marche pas. Il y a un peu ce truc du roaming, le fameux safety, le abandonner un non-shooter même dans le périmètre pour venir aider au panier. Et ça, Wemby a été génial sur ça, parce que depuis cette année, je trouve que, alors on l'avait déjà vu fin de saison dernière, mais en fait il se fait plus trop piéger par ça. L'an dernier c'était le cas, mais cette année on a compris, il a compris qu'on essaie de l'éloigner du panier avec du faux spacing entre guillemets, quoi, en mettant juste son mec le plus loin du panier possible. Donc en fait il vient aider cette année. Et donc en fait ça donne rien, quoi. Et là je laisse dérouler l'action, mais tu vois qu'est-ce qui se passe à la fin? Drive de Butler et hop, je prends la passe. Non, patate chaude. Vraiment, il a jamais voulu shooter quand Wemby était sur le terrain sur ce match-là. Là encore, pareil, tu dois choisir, choisis ton poison, hein, grosso modo. Wemby, est-ce que t'es sur Bam ou est-ce que t'es sur Kelly Ware? Donc là, il se met sur Bam, qui a pas du tout de 3 points, se met pourtant à 3 points sur l'aile, et donc ça permet un peu d'éloigner du panier notre ami Wemby, et ce qui fait que là, le jeu à deux marche, quoi. Tu vois, Wemby est loin du panier, donc le pick and roll, ça marche, Kelly Ware qui peut aller au panier. Mais voilà, c'était assez intéressant de voir un peu ce match-up, et l'utilité aussi d'aligner un peu ces deux pivots ensemble. Ça a été ça pour moi. Ça a été que, non, en fait, quand tu le faisais pas, t'avais encore une fois Butler qui prend pas un tir au panier, on est d'accord, hein. Après, l'aide est très belle aussi, hein. Mais ouais.
Là, il vient aider, donc il abandonne Kyle Lowry, il vient aider au panier encore une fois, quoi. Donc on a vraiment ce côté dissuasion assez incroyable. Bon, vous remarquez, hein, Robinson, le cut parfait, le dunk sur la tête de Wemby. Ça, je vais avoir le poster dans ma chambre, je pense, d'ici une semaine quand ce sera imprimé. Mais voilà. Qui est-ce qui se fait avoir sur le backdoor? C'est Stephen Castle? Non, Devin Vassell, je crois. C'est Devin Vassell, ouais. Et sur l'action d'après, encore une fois, tu vois, on met Bam Adebayo tout en haut là encore, et on fait un pick and roll entre petits, et cette fois Wemby se fait avoir. Voilà. Wemby, il reste sur Bam tout en haut, et donc quand il y a un pick and roll de l'autre côté sur l'autre aile, il peut pas aller au panier. Et donc là, pour une fois, Butler prend un tir au panier, mais pourquoi? Parce que Wemby est en tête de raquette, quoi. Donc c'est vraiment l'impact a été énorme. Alors malheureusement, les Spurs n'ont pas eu l'attaque pour scorer. Malheureusement. Enfin pour eux, hein, malheureusement, pas pour Miami, mais il y a eu un gros run aussi, troisième quart-temps, qui a fait que le hit s'est détaché. Mais c'est passionnant de voir que même dans des matchs où finalement, tu vois, les Spurs sont un peu largués, t'as encore un Wemby qui rayonne défensivement, quoi. Non, mais là, tu vois les aides ou les aides qu'il fait pas, où on dit bah là tiens il s'est fait avoir, tu vois, c'est comme celle que tu mets sur le cut de Butler. En fait, on en attend tellement de lui aussi, parce que ça, c'est une aide qu'on demande à aucun joueur NBA. Un pivot qui défend sur un mec qui est au-delà de la ligne de 3 points et qui fait mine de poser un écran, et finalement il y a un backdoor à l'opposé. Je pense que Wembanyama, c'est le seul joueur à qui on dit bah tiens, il était hors de position sur l'aide. Oui. Il est pas censé être en aide à la base. C'est juste qu'il a une telle couverture potentielle à tout moment sur le terrain. Qu'on en est presque choqué quand il n'est pas capable de contester un tir, alors que là, en l'occurrence, juste tactiquement, il n'était pas en capacité de le faire. Ou il n'aurait pas dû être en capacité de le faire. Mesdames et messieurs, pourquoi ne jamais regarder que les box scores? J'allais dire regarder les box scores, mais pourquoi ne jamais regarder que les box scores? Wembanyama, un contre sur ce match. Ouh, il n'a pas défendu. Est-ce que tu as vu le nombre d'actions que je t'ai montré, que j'ai décrit pour le podcast, le nombre et les tactiques que sont obligés d'employer Miami, donc c'est-à-dire aligner deux gros comme ça, tu peux être que sur un des deux gros, et on peut essayer de jouer un autre gros, soit en post-up, soit en pick and roll quand on t'éloigne du panier. Est-ce que tu as vu le nombre d'actions où il a empêché un tir au panier, notamment de la part de Butler, ou quand il va contrer Robinson ou je sais plus qui. Enfin, voilà, ne regardez pas que les box scores, parce que là, pour le coup, on est à 1 contre, ça correspond pas, quoi. Autant, on a parlé du match, alors, j'ai vu aussi, il y a eu 2 Memphis Spurs, hein. Les deux étaient assez passionnants. Bon, on a déjà fait pas mal aujourd'hui, je vais peut-être pas parler du deuxième qui a eu lieu ce week-end, mais qui était un peu pareil, hein. C'est-à-dire du Wemby qui est fantastique, du Wemby qui arrive à freiner le drive de Jaren Jackson, du Stephen Castle qui est défendu par Zach Edey, donc Zach Edey se tient très loin de lui, mais donc on donne la balle à Stephen Castle, etc. Mais bref, je rattrape le fil, hop, je l'ai. Autant sur match d'il y a quelques jours, dans l'hebdo, j'ai décrit un Wemby fantastique en défense, et ça se voyait parce que tu regardais le box score, tu dis ah oui, il a fait 8 contres, tu vois, tu dis bah oui, ça colle, parce qu'il y avait des contres à la fin. Autant sur ce match-là, tu dis ouais, il y a un contre, ouais, bon, ok. Et en fait, le match est défensivement est splendide, et franchement, c'est assez ahurissant, quoi. J'essaie de vous lire aussi dans le chat qu'on puisse interagir. J'ai fait un long monologue, j'ai fait un long tunnel. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de Charles Bassey. Oui, Charles Bassey, que j'étais assez surpris. Je pensais qu'il jouait parce que Zach Collins n'était pas là. Mais pour le coup, Charles Bassey, de vraies bonnes minutes, hein, depuis. Ça fait 4-5 matchs là, que je regarde les Spurs. J'ai vu contre le Lakers, j'ai vu contre Memphis 2 fois. Là, je viens de voir contre Miami. Charles Bassey, et tu vois, j'étais surpris, FD, parce que, bon, Bassey joue, ok. Et puis au bout d'un moment, je vois Zach Collins qui s'apprête à rentrer. Et je me dis, ah mais en fait il était pas blessé, Zach Collins, c'est juste Charles Bassey qui lui a piqué ses minutes, quoi. Alors que tu sais, Zach Collins c'est quand même pas mal, quoi, pour le coup. Bassey, on arrive à faire quelque chose d'autre que du drop avec lui en défense, ou ouais, franchement, je trouve qu'il s'est un peu amélioré, hein, physiquement, parce qu'effectivement, il y a quelques temps, alors quand il était aux Sixers et tout, là, même à la fac, parce qu'on le connaît depuis longtemps, hein, Charles Bassey, pour ceux qui savent pas, mais c'est un mec qu'on a sur les radars depuis très 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 longtemps. Je crois que même à l'époque où moi je faisais encore la draft, tu vois, 2018 et tout, 2019. Mais alors attends, est-ce qu'on a des trucs ici? Est-ce que si on se met en Wikipédia en English, on aura son rang en termes de lycéen? Il a été non drafté, non, deuxième tour de draft en 2021. Mais high school carrière high school, non, bref. Bon, il est sur les radars depuis longtemps, mais il s'est pas mal amélioré athlétiquement. C'est un mec qui est connu, puisque c'était lui qui était, enfin, il trustait le top NCAA en termes de contre et de rebond très souvent. Et donc il avait toujours
Enfin, en faisant entre guillemets que 6-11, en étant même pas un 7-footer, il arrivait à faire des matchs à 6-7 contre en NCAA. C'est pour ça qu'il était un peu connu. Je suis bête, il suffit d'aller sur Basketball Référence, on aura même le RCSI. Tu vois, il était 9ème de la classe de lycéen 2018. Donc c'est vraiment un vrai nom, quoi. Tu vois, pour vous dire, donc c'est la classe RJ Barrett, Cam Reddish, Nasir Little, Zion. Ah tiens, il est que 4ème, Zion. Bon, ça dépend des classements. Romeo Langford, tiens, oh là là. Oh, Romeo Langford. Même que j'ai adoré, moi. J'ai adoré pour la défense, mais pas pour l'attaque. Bol, il a été drafté pour l'attaque, c'est pour ça. C'est ça le problème. Ah, je sais pas, mais moi je l'avais beaucoup vu à Indiana. Maestro de la défense, notamment off-ball. Le problème, c'est quoi? Non, mais c'était surprenant parce que Langford, il avait un peu ce truc de justement lycéen star. Et en fait, il était pas bon en attaque, quoi. Mais je veux dire, à Indiana même. Ouais. Et tu te dis. C'est très atypique parce qu'un mec comme ça, tu pourrais dire, ouais, c'est un mec de pull-up ou un attaquant et tout. Et en fait, le mec à Indiana était juste, mais non, je suis un top défenseur, quoi. Et alors qu'en fait, 1 an avant ou 2 ans avant, il était connu pour l'attaque, mais bref. Donc voilà, pour dire qu'il était quand même top 10, Charles Bassey. Je crois qu'il passe par les Sixers. Et un peu comme Isaiah Joe, il n'est pas conservé. On ne sait pas trop pourquoi, alors qu'il y avait un vrai projet. Mais ouais, donc effectivement, on parle de Charles Bassey dans le chat, mais oui, il joue depuis quelques temps. Il a pris un peu les minutes de Zach Collins et il est pas mal. Moi, j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il apporte. Avec donc un peu de la mobilité athlétiquement, je le trouve assez amélioré. Et tu vois, du catch and finish aussi et du roll assez athlétique sur la finition au panier. Donc ouais, il y a pas mal de trucs intéressants au final. Le Garincha nous dit le talent de Spo avec Spoelstra, c'est que le match de Ware n'est pas du tout prévu, il s'ajuste juste très vite avec les difficultés de Bam notamment. Oui, exactement, je suis assez d'accord. Vous pensez quoi de Jacques Junior dans ce match? Je te laisse pas répondre puisque la question doit être pour ceux qui l'ont vu, je suppose. J'allais dire c'est pour toi, c'est pour toi. J'ai pas un grand souvenir à vrai dire de ce match-là. Mais après, c'est vrai que les 2 matchs où depuis que Butler est revenu, c'est vrai que mécaniquement il y a moins de ballons. Bon, après non, rien de notable moi pour le coup. On est toujours un peu sur ce côté le profil très polyvalent. Ah oui, c'est vrai que cette action m'a marqué un peu piquant dans notre petit. On va réussir à provoquer un switch et on va l'attaquer un peu en post-up. Mais voilà, c'est un peu le Jacques d'habitude, j'ai envie de dire. Mince, je suis passé en mode plein écran, je m'en suis même pas rendu compte. Mais non, pas tant de choses à dire que ça, pardon. Si ce n'est que ça apporte cette option d'attaquer sur post-up qui est pas classique sur des petits, donc c'est cool. Mais non, c'est vrai que tu vois, il y a 2 semaines, Jovic était en feu, Jacques aussi, quand ils vont gagner à Golden State ou des matchs comme ça où il n'y avait pas Butler. Bon, là c'est logiquement un peu plus discret, mais il n'y avait pas besoin de forcer sur ce match-là, tu vois. C'était assez cool d'ailleurs. Robinson, est-ce qu'on se ferait pas un peu des actions de Robinson si je peux vous les laisser dérouler? Regardez, un drop de Wemby, il va au panier. Voilà, ça pour vous, ça c'est pas top 10 NBA, ça. T'as dit top 20, attends, tu t'es réchauffé là parce que t'as dit top 20 sur Twitter aujourd'hui. Sur Twitter j'ai dit top 20, mais là je dis top 10 parce que fin de soirée fin de soirée c'est MVP, je pense. Non, mais parce que sur Twitter faut prendre un peu de pincette même quand t'es ironique, quoi, tu vois. Non, mais moi j'adore Robinson, surtout ses progrès, c'est assez cool. Mais même tu vois, la défense, je mets une séquence là, sur Devin Vassell. On parlait de la défense tout à l'heure contre Denver, là. Une séquence où il traverse l'écran, il reste sur Vassell, il met son torse en opposition, la taille, ça conteste, ça reste en face jusqu'au bout du drive. Donc c'est quand même très cool. Là, pareil sur Barnes qui essaie de l'attaquer en 1 contre 1, ça reste en face, ça encaisse le choc et ça force à prendre un jump shot à 2 mètres du panier plutôt qu'un layup, tu vois. Non, franchement, je suis 2 matchs où j'étais étonné de sa défense. On verra à quel point ça peut tenir ou pas, mais ouais. Et puis de l'autre côté, voilà, cet aspect de moteur offensif, de driver même, on voit des drives, on voit des passes, donc ouais, je suis très très fan et surtout très content qu'il redevienne un peu titulaire. Là encore une action où le switch est pas parfaitement fait et donc il y a un mini espace, pull-up à 3 points, quoi. C'est fort parce qu'en plus son dernier dribble est pas top et en fait c'est pas du tout un dribble pour se mettre en position pour tirer, donc il y a il y a le bon changement, le bon réajustement des appuis. Effectivement. Bref, pardon, je pars sur une tangente. Robinson, j'ai oublié de vous lire. Je vous laisse parler des Twin Towers du Heat et j'arrête de me plaindre. Ouais, effectivement, on l'a fait. Le 3 points de Kelly Ware à surveiller. Il a une très bonne base de tir à 3 points pour un 7-footer. Ouais, il paraît qu'il a un peu de jump shot. Je sais pas où j'ai mon onglet YouTube, on peut aller regarder ça, mais je crois que c'était un peu une des raisons aussi de pourquoi est-ce qu'on était content, voire même penser à faire une association avec Bam, c'était qu'il y avait un peu une promesse de jump shot, quoi. Je sais pas à quel point elle va se concrétiser, mais c'est vrai que dans la théorie il y a un peu ça. Alors après, quid du toucher de balle, quid de à quel point c'est un vrai jump shot, etc. Il y a plein de facteurs, hein, mais
c'est vrai que si ça peut se concrétiser, ce serait cool, quoi, tu vois. En tout cas, il a l'air d'avoir du toucher de balle et il a l'air d'avoir une mécanique de tir qui pourrait se développer, donc à voir. Mais ouais, je suis curieux, tu vois, ça fait 6 mois qu'on me dit les Twin Towers qui vont être essayés, on le draft parce qu'il peut défendre et switcher, mais en plus il a le 3 points, donc à côté de Bam ça pourrait le faire, et donc on pourrait repasser, alors je sais pas ce que ça veut dire, mais on pourrait faire repasser Bam en poste 4 entre guillemets. Oui, gros ajustement ça. Ouais. La différence poste 4, poste 5 quand t'as les Twin Towers, faudra m'expliquer. Bon, il est à 64% au lancer l'année dernière quand même, sur 5 tentatives par match en NCAA. Bon, après, c'est sur 150 tentatives, c'est pas un gros échantillon. Mais il prenait un peu plus d'un tir à 3 points par match l'année dernière. Donc sur 30 tirs, son échantillon, on s'en fout, mais 42%. Donc voilà. Et lancer franc, combien ? Lancer franc, ce que je t'ai dit en premier, 64. 64 sur 4,5 tentatives par match. Donc bon. C'est pas Karl Anthony Towns. On va pas fêter, on va pas célébrer trop tôt, quoi, au final. Voilà, je perds mon français, je crois que j'ai fait une traduction d'expression anglaise très très moche. Ok, le chat, excuse-moi, pardon, est-ce que je recommence. Salut, Jixtrand, bienvenue. Excuse-moi, vas-y. Ça parle de Sidi Sissoko. Ouais. Dans ton chat. Apparemment, il a joué hier soir. Si tu alors que Basset nous dit, Garin-chan nous dit Basset est médiocre et Collins aussi. Le staff tente juste l'un ou l'autre par période et ça marche jamais plus que quelques minutes. Ah, je te trouve un peu sévère. J'avoue que j'aime bien. Alors, tout est relatif, hein. Mais j'ai pas trouvé ça cata pour le coup. Basset même pas trop même. Donc je te trouve un peu sévère pour le coup, Garin-chan. Je croyais tellement à Langford, Naismith aussi, au Celtics avant les Pacers, ouais, effectivement. Effectivement. Aaron Naismith, c'est pas si mal que ça. Au moins, il y a un joueur de rotation. Ah bah c'est un top 100 NBA, quoi. Ouais. Enfin, on l'avait dans le top 100. Mais... là où Langford, pour le coup, c'est une vraie déception. D'ailleurs, il me semble, est-ce qu'il est pas en Euroleague en ce moment, Romeo Langford, aucune idée. Qu'est-ce qu'il devient ? Peut-être. Et que fait Ah oui, il avait joué à Gravelines, il avait commencé l'année à Gravelines, mais il n'est pas resté très longtemps. Il a fait 3 matchs à Gravelines et puis il n'a pas percé. Ouais. Ah, j'adore ces histoires comme ça. Enfin non, j'aime pas du tout, j'aime pas, mais c'est marrant. Je ne sais plus ce que j'allais dire. Je crois qu'on arrive un peu à la fin, on a fait une bonne petite émission, on a parlé de match. Je regarde mes notes, mais non, je crois qu'on a dit à peu près l'essentiel. Bon, alors Basset, c'est pas le 3e pivot à Philly. Oui, exactement, c'était pas le 3e pivot à Philly. Oui, si, exactement. Mais c'est à une époque où Philly avait des joueurs un peu hipsters, mais ils ont coupé un peu tôt. Je ne sais pas à quel point c'est Daryl Morey, je sais pas à quel point c'est Doc Rivers ou 3e bonus avec les Sixers, on sait jamais. Je sais pas à quel point c'est le propriétaire qui veut toujours faire des économies. Le propriétaire est pas top, hein. Mais ça, c'est bon. C'est pas de sa faute, hein, mais Daryl Morey, il avait un très bon propriétaire à Houston. C'est quoi ? C'est Leslie Alexander, je crois, qui en gros le laissait faire, l'a laissé un peu faire sa révolution, etc., qui était génial. Il a vendu, il y a Tillman Fertitta qui est arrivé, c'est aïe. Bon, ok, en gros, hein, on a compris que le trade de Westbrook c'était Tillman Fertitta, quoi, par exemple. Et donc il s'est barré, il arrive aux Sixers, top opportunité, on est d'accord, hein. Mais voilà, encore un propriétaire un peu discutable, quoi. Niveau dépenses d'argent, niveau promesses faites à James Harden, et finalement, hop, non, t'as pas ton contrat qu'on t'avait promis. CF l'été 2023, mais ouais. Donc c'est toujours possible, hein, parce que je vois pas trop pourquoi Daryl Morey, un peu en connaissant sa compétence, pourquoi est-ce qu'il aurait coupé pour rien un mec comme Isaiah Joe, par exemple, tu vois, c'était incompréhensible, quoi. Et souvent, en fait, dans ces cas-là, FD, quand on n'a pas l'explication sportive, c'est qu'elle est financière, généralement. Ouais. D'ailleurs, je t'ai dit que j'étais à une personne, j'étais one phone call away, j'étais à un coup de téléphone de Daryl Morey. En fait, ma copine s'est rendue compte il y a 2 mois qu'elle était pote avec la fille de Daryl Morey. Elle avait pas fait le rapprochement, mais en fait, du coup, oui, je suis. Je sais pas, peut-être que j'aurai Daryl Morey un jour dans mon répertoire. Je te dirai. C'est pas pour flex, hein, mais moi, je suis à
Ah non, je suis à 0. Je suis à 0 direct en fait. Je suis à un DM près. Je peux lui envoyer un DM si je veux sur Twitter. Bon, allez, c'est bon, un DM quoi. DM. Ah, il me follow sur mon compte anglais. Et pareil pour Saminky, tu vois. Donc si je veux, je peux envoyer un DM en fait. NBA Einstein, les gens ne savent pas que. Enfin, si un jour tu lui envoies un DM et que tu lui dis c'est le Basket Lab, il va dire non, mais le Basket Lab, c'est le mec qui vole les vidéos d'NBA Einstein. Ou qui les traduit. Donc. Oui. Ouais, non, mais Daryl Morey, monsieur, Saminky aussi, j'étais très content. Bon, après, il y a d'autres mecs qui me suivent. T-Mac aussi, bon, ça m'a fait moins de choses, tu vois, par exemple, quand T-Mac m'a suivi. Non, mais c'est vrai. Non, ça m'a fait moins de choses parce que j'ai regardé son nombre de followers. En fait, il suit plein de monde, tu vois. Okay. Mais non, ouais, quand à l'époque, t'avais la petite notification Daryl Morey ou Saminky, j'étais assez fier, là, tu vois. Tu sais que Rob Perez me suit sur Twitter. World Wide Web. Oui, comme l'ensemble comme la moitié des personnes sur Twitter, je pense. C'est ça mon gros flex. Bamzerito qui dit Lou Williams aussi te follow à skip. Non, Lou Williams, effectivement. Lou Williams m'a bloqué. Voilà, Lou Williams m'a bloqué sur Twitter. Pourquoi? À cause de la vidéo parce qu'il était ciblé défensivement par LeBron, non? C'est ça? Ouais, exactement. La vidéo qui avait fait des millions de vues, quoi. Wow. Et ouais, il m'avait bloqué. Et je peux comprendre. Mais c'était marrant, je me suis dit, ah ouais, carrément. Bon, bref, on va arrêter les bêtises. Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont dans le chat qui ne dorment pas? On passe au J'ai joué avec. Est-ce qu'il y a encore des gens pour jouer? Ou est-ce que c'est FD? FD, on regarde le chat ou pas alors dans ce jeu? Bah écoute, non. Non, apparemment, il faut pas. Donc non. Allez, super. Je vais couper mon téléphone. Je coupe mon téléphone. Yes, voilà, Malakoz est là, il dort pas. Boomsday, yeah, yes aussi. Super, les gars, on y va. Le J'ai joué avec, je rappelle pour les nouveaux, le J'ai joué avec, c'est un joueur mystère qu'il faut trouver. Et pour le trouver, les indices, ce sont. Alors qu'on dit bonsoir à Ray. Joli pseudo. On va t'appeler Ray, si tu veux bien. Donc les indices, les critères pour trouver le joueur mystère, c'est les coéquipiers les plus fréquents en carrière. Et donc on part de numéro 50 jusqu'au numéro 1. Il faut trouver le plus tôt possible. Donc on est parti. J'ai joué avec numéro 50. Allez, je te donne même 50. Kyle Anderson. Ok. Victor Kyle Anderson, numéro 50. Numéro 49. Ils sont jamais. Maxwell Lewis. Quoi? D'accord. Maxwell Lewis. Ah, mais c'est qui Maxwell Lewis? Numéro 48, vas-y, Christian Wood. Numéro 47, Juancho Hernan Gomez. Il joue d'ailleurs Juancho maintenant. Je l'aime bien, moi. Je l'aimais beaucoup. Il est toujours, hein, il est à Fener. Il est à l'Olympiakos. Panathinaikos. Il est au Pana. Ouais, je suis un peu déçu qu'il ne soit pas en NBA toujours. Non, c'est pas Vanderbilt, Mohamed The Goat. Numéro 46, Rudy Gay. Excuse-moi. Rudy Gobert, excuse-moi. Okay. Rudy Gobert. Donc je redis. Kyle Anderson, Maxwell Lewis, Christian Wood, Hernan Gomez, Rudy Gobert. Numéro 45, Gabe Vincent. Donc c'est un mec qui a fait Timberwolves et Lakers il y a pas longtemps. Meta World Peace, numéro 44. Waouh. Numéro 44, Meta World Peace. Numéro 43, Patrick Beverley. Ça n'a aucun sens. Numéro 42, Nathan Knight. Tiens, qu'est-ce qu'il devient lui, Nathan Knight? J'ai failli le mettre dans une All-Star Team il y a 1 ou 2 ans. Mais je crois qu'il est plus en NBA depuis 2023, donc j'ai bien fait. Non, c'est pas Anthony Edwards, c'est pas Mike Conley, c'est pas Kevin Love. Donc on était où, pardon? 44, c'est Meta World Peace, Patrick Beverley, Nathan Knight. Numéro 41, c'est Timofey Mozgov. Donc c'est Zeki. Et c'est un joueur en activité? Oui. Numéro 40, c'est Shabazz. Non pas Mohamed, mais Napier. Shabazz Napier, champion 2014 avec Yukon. Grâce à la masterclass, à la disasterclass tactique de John Calipari. La grande recrue de LeBron, qui le voulait et qui s'est barré avec. Enfin, qui s'est barré sous lui.
Numéro 39, c'est Jack Layman, qui est à la même fac que toi d'ailleurs, je crois, non? Jack Layman, c'est sûr. Ah non, pardon, Maryland, c'est pas Syracuse. Mais à qui je confonds? Avec Tyler Lydon. Ah oui, c'est ça, exactement. Pardon, je confonds. Numéro 38, Brandon Ingram. Brandon Ingram. Ce n'est pas Kyle Lowry, ce n'est pas Prince, ce n'est pas Zach Lavine, ce n'est pas Julius Randle. C'est D'Angelo Russell. Comment? D'Angelo Russell. Et c'est D'Angelo Russell, effectivement. Est-ce que tu avais le chat sous les yeux ou pas? Je te jure que non. C'est juste, je te crois. Qui a joué avec Rudy Gobert, enfin qui a joué récemment aux Timberwolves, donc D'Angelo Russell, et qui a joué il y a suffisamment longtemps aux Lakers pour jouer avec Mozgov et Meta World Peace, ça peut que être D'Angelo Russell. Et oui, c'était ça le piège, c'est qu'il a joué 2 fois aux Lakers, en effet. Donc tu vois, Maxwell Lewis, c'est un jeune actuel c'est un jeune des Lakers, non? Des Lakers, ouais, c'est ça. Enfin, actuel. Mais d'ailleurs, qui est parti avec lui dans le trade et qui, je crois, non, je crois pas, je suis sûr, s'est pété la jambe au bout de 1 minute. À Brooklyn là, cette saison, donc il était dans l'échange avec lui. Mais ouais, donc le piège c'est qu'il est joué aux Lakers 2 fois quoi. Donc notamment tout ce qui est tu vois, on a Meta World Peace qui est avec qui il a joué, il est au Meta World Peace 49 matchs, mais c'est à l'époque quoi, au tout début. Premier passage, pareil pour Brandon Ingram, pareil pour numéro 36 Marcelo Huertas. Il est où lui, Marcelo Huertas? Marcelino Huertas. Il a la retraite. Tu te souviens de ces passes complètement folles qu'il faisait là à NBA qui était moqué sur chaque Tinofull? Ouais, moi je me souviens, tu sais, il y a une séquence où on arrive à la fin des 24 secondes et il est obligé de tirer dos au panier. Ça c'était. Et il avait pas fait la José Alvarado une fois, tu sais, où il s'était caché derrière le coach. Et il était arrivé, il avait fait que lui, il a fait avant José Alvarado. Donc en fait, tu es en train de nous dire que Marcelo Huertas, c'est José Alvarado, mais sans le marketing, quoi. C'est possible. Sans le côté marketing. Je vous mets le top 10 si ça vous dit. Bravo à Kiko O, qui a été le premier à dégainer avec Russell et Garincha aussi, Dilo, les deux en même temps. Bravo les gars. Et donc. C'était longtemps avant moi ou pas? Juste pour pas très longtemps. Okay, et donc maintenant le jeu n'est pas fini. Maintenant les gars, il faut trouver le top 10. Mesdames et messieurs, le top 10 qui sont les 10 coéquipiers les plus fréquents de D'Angelo Russell en carrière. Est-ce qu'il y a Jarrett Allen? Jarrett Allen est 14e. Donc ça ne rentre pas dans le top 10. On peut le faire le top 15 si tu veux. Allez, Jarrett Allen ça marche. Ok, merci. On nous dit Anthony Davis dans le chat. Non, il n'est pas top 15, Anthony. Si, pardon, il est 9e. 9e, 139 matchs avec Dilo. En effet, notre ami LeBron, où est-il? LeBron, il est 15e, 123 matchs. Enfin, notre ami, mais pas son ami, apparemment. Ils n'ont pas l'air d'être. Non, pas trop. D'être très potes. Est-ce qu'il n'y aurait pas Jordan Clarkson ou quelque chose comme ça? Parce qu'ils ont Jordan Clarkson est 8e, bravo, tout à fait. 140 matchs, ouais, tout à fait. On propose aussi Malakos Austin Reeves qui est 7e en effet, 142 matchs. Ah ouais, carrément. Pour dire à quel point est-ce que Russell a bougé en carrière. Parce qu'il n'est pas resté si longtemps que ça aux Lakers et Russell et Reeves non plus. Quoi. Oui, c'est ça qui me surprend. Est-ce qu'on ne n'aurait pas mis Dwight Howard? Non, parce que non, Dwight Howard il fait qu'une demi-saison aux Lakers avec eux là. Et surtout qu'il n'est pas aux Lakers à cette époque-là du tout, Russell. Ah ouais. 2020, il est à Golden State, tu sais. Ah oui, et puis il part avant, il part plus tôt. Et après il fait Minnesota et après il fait Lakers, mais en 2023 quoi. Donc. Ouais. Alors Malik Beasley aux Wolves et aux Lakers, c'est vrai, mais je crois qu'aux Lakers il a pas joué tant que ça. Donc Malik Beasley, mais ça compte. Effectivement, Malik Beasley est 11e, 130 matchs. Malik Beasley, et je peux te dire que Beasley aux Lakers n'a pas été utilisé plus de 26 fois. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on dit aussi? Joe Harris, plutôt. Joe Harris, oui, 13e, 125. Donc c'est dans le top 15, tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas Josh Hart aussi, à l'époque Lakers? Josh Hart... Non, il n'avait jamais joué avec Josh Hart, apparemment. Il n'a jamais joué avec Josh Hart. Comment ça se fait Parce que Josh Hart, il est dans le trade il est dans le trade d'Anthony Davis, Josh Hart.
Ah, D'Lo était déjà parti. Oui. Non, attends, D'Lo était déjà parti aux Nets quand Josh Hart arrive aux Lakers. Je crois que il se fait drafter 2015, il fait 15, il fait 16 et 17, et Josh Hart est draft 2017. Donc tu vois ça. Ok. Donc ça coïncide d'une année. Oui, parce que été 2017, il y a l'échange Russell contre Brook Lopez qui passe un an aux Lakers où il shoot un peu, et ensuite Brook Lopez en 19 va aux Bucks, et c'est le Lopez qu'on connaît, ouais, donc ça doit être ça. Dinwiddie, bravo, Spencer Dinwiddie, qui est 5e, effectivement, 151 matchs. Julius Randle, qu'on voit sur les highlights de Huertas, il est où Randle? Il est 10e, bravo. Je l'avais dit avant Randle, tu me l'as pas. Ah, peut-être, excuse-moi. Iggy Azela, alors je cherche. Non, il n'a pas joué avec Iggy Azalea, pardon. Brandon Ingram, oui, on l'a dit ou pas Ingram? Oui, on l'a dit, mais il était dans les top 40, top 50, je crois, en termes de coéquipier. Kobe n'est pas top 15. Kobe est 34. Il n'a joué que 66 matchs au final avec Kobe. Est-ce qu'il n'y a pas Gorgui Dieng? Parce que comme il a été au Timberwolves et qu'il a joué tous ces matchs-là. Je ne crois pas. Non, il n'a jamais joué avec Gorgui Dieng. Non. Oh là là, décidément. On nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit? Covington, Robert Covington. Où est-ce qu'il aurait pu jouer avec Robert Covington? Au Timberwolves, il s'est peut-être croisé. Non, il n'y a pas de Covington. Ben non, parce que Covington, Timberwolves, c'est avant, c'est l'époque. C'est l'époque d'avant. C'est l'époque Butler. Il échangeait contre Butler, ouais. Mais du coup, c'est avant 2022, quoi. Nasrid, bravo. Nasrid est 2e. Effectivement, Nasrid, 2e, 166 matchs pour Russell, avec Nasrid qui est le 2e coéquipier le plus fréquent. On nous dit aussi Vanderbilt, bravo Bamzerito. Vanderbilt est 3e, en effet, 162 matchs. La fameuse belle équipe des Wolves en 2022, avec D'Lo, qui est un peu le général de la défense off-ball, avec Vanderbilt, avec Nasrid qui sort du banc. On nous dit McDaniels aussi. McDaniels, vérifions ça. Effectivement, Jaden McDaniels, 6e, 145 matchs. Tout à fait. Donc il nous manque le premier, non? Karl Anthony Towns, où est-il? Karl Anthony Towns, il n'est pas top 15, il est 17. Il est 17e. Et 16e, nous avons Jaylen Noel. Donc pas top 15. Je crois qu'on a à peu près tout le monde. Il nous manque le 1. Il nous manque le 4. Et il nous manque le 12. Et alors que Boomsday a trouvé en effet Taurean Prince, bravo. Taurean Prince est le premier coéquipier le plus fréquent de la carrière de D'Angelo Russell, 173 matchs. Ils sont ensemble aux Nets, non? Ils sont pas ensemble aux Nets et puis ils finissent aux Timberwolves ensemble. Ouais, c'est pas impossible. C'est pas impossible qu'ils se soient croisés aussi aux Nets, ouais, t'as raison. Quoique non, puisque il est aux Nets saison 2020, Taurean Prince, et D'Lo est aux Warriors à cette époque-là. Donc non. Il manque le numéro 4 qui est assez évident, qui est un gros joueur pour le coup. Qui est un gros joueur. Ben Simmons, non. Non, mais vraiment un gros joueur NBA, quoi. Si on a dit Nasrid, on a dit Vanderbilt, on a dit McDaniels. Anthony Edwards. Exactement, Anthony Edwards, bravo. Edwards est 4e, 161 matchs, et donc il manque le 12e coéquipier le plus fréquent de D'Angelo Russell. Pour vous dire, le joueur qu'on cherche a été comparé à Kawhi Leonard en tant que comparaison de draft. Stanley Johnson. Non. C'est pas Stanley Johnson. C'est une comparaison qui a été faite par l'immense expert de draft, Chauncey Billups, qui avait bossé 23 minutes montre en main pour préparer ses comparaisons de draft. Donc c'est relativement récent si c'est Chauncey Billups. C'est une draft 2019. Ouais, j'allais dire, c'est genre dans ces eaux-là. Un mec que moi j'aurais drafté deuxième tour, ou fin de premier tour, qui a été drafté top 10. Non, Jared Culver, c'est beaucoup plus tôt. C'est pas Culver, non. Attends, c'est la draft de qui 2019? Zion, Ja Morant. Ah, Cam Reddish. R.J. Barrett. Non.
Cam Reddish, tu l'aurais pas drafté trop haut, toi. Cam Reddish, qui est-ce qu'on a d'autre en 2000? Kobe White, DeAndre Hunter, Jared Culver. Cette draft-là, quoi. Mais c'est cette draft-là, donc c'est Culver. Enfin, c'est la draft de Culver. Oui, c'est la draft de Culver, mais c'est pas Culver, quoi. Personne là, cette référence de John C. Billups, qui est consultant et qui fait cette comparaison. Aïe, aïe, aïe. Il a été drafté à Washington. Ouais, si, je l'ai, mais je vais pas le dire. Bah si, vas-y, dis-le. C'est Hachimura. Exactement, c'est Rui Hachimura. Exactement. Tu connaissais pas cette référence alors? Non, je l'avais pas, mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis, parce qu'il avait une vraie hype, hein, lui, à Gonzaga, quand même. Je me rappelle, il avait fait, le tournoi d'invitation à Hawaï de début de saison, où il me semble qu'il joue Duke, et il fait un super match contre Duke, et du coup, on s'enflamme tous un petit peu sur Rui Hachimura. Je me rappelle bien. Après, ça dépend qui. Parce que... Bon, c'est pas pour dire, mais les vrais experts de draft, ils voulaient le drafter très bas, et les autres plus haut, on va dire. Mais ouais, effectivement, c'est Hachimura, tout à fait. Bref, merci à tous, c'était très cool. On va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus sur ce bon petit quiz qui nous aura bien animé cette fin d'émission. C'était très cool. Je sais pas ce qui se passe à l'écran. Quelle est cette vidéo qui a été enchaînée? Skyrim, musique d'ambiance. Ok, on va peut-être fermer. Ouais. Mais voilà. Je passe en retard, mais j'en profite pour te féliciter, Guillaume, et ses intervenants surtout. Le contenu, le travail réalisé remarquable, et tire l'écosystème NBA français vers le haut. Félicitations, merci à toi, et surtout merci à FD qui participe surtout à ça. Je ne pourrais pas faire ça tout seul. Merci à tous, merci FD. Mais merci à toi, Guillaume, merci à tous, merci le chat pour l'interaction. Et puis bonne soirée, et puis j'ai envie de le dire, F Trae Young, puisqu'il est en train de perdre là. Je vais pas checker les résultats, mais je te fais confiance. Bref, merci FD, merci à tous. Allez. On se dit à demain alors. Ciao. Merci.